présente donc M. Franchito, donc il devait intervenir un peu plus tard, mais qui va intervenir tout de suite pour vous parler dans le cadre de cet atelier. Mais je vais peut-être quand même rapidement donner les règles de l'atelier. Oui, bien sûr, c'était juste pour m'excuser de... Mais on vous excuse déjà. Bon, juste on a 2 heures, peut-être plus tout à fait 2 heures, parce qu'il y a un peu de temps qui est passé. Mais ce qu'on vous propose, c'est d'écouter les différentes interventions et de garder un temps pour les débats, parce que sinon, il y a 5 interventions, on n'a même plus tout à fait 2 heures. Ça sera difficilement gérable si on lance un débat après chaque intervention. Donc voilà, je vous propose donc, de commencer par la fin. Et c'est donc M. Franchetto de Toulouse qui parlera du repérage, du mésusage des antalgiques opioïdes en médecine générale. L'idée de cet atelier, c'est d'aborder donc les soins de premier recours et de voir qu'est-ce qui se passe effectivement en premier recours, puisque quand même on sait que les médecins généralistes ont une patientèle dont la plupart auront des pathologies addictives ou liées aux addictions, et que c'est la principale cause de morbidité. Et en fait, il y a parfois quand même une difficulté de prise en charge en premier recours, du fait des différentes organisations, du fait de la nécessité de mettre en place parfois un lien médical, social, éducatif. Et l'idée de cet atelier, c'était un peu de balayer des expérimentations dans lesquelles les différents intervenants ont travaillé à la mise en œuvre de dispositifs, de protocoles visant effectivement à créer une coordination, à créer des conditions d'exercice qui permettent de mieux repérer, accompagner, soigner en médecine de premier recours. Donc, je vous laisse la parole tout de suite pour ne pas perdre de temps. M. Franchetto, donc Toulouse. Il faut rester assis. Alors, donc moi je vais vous présenter... donc moi je suis le responsable du service d'addictologie au CHU de Toulouse. Et j'ai eu la chance d'avoir le docteur Isis Charpentier, qui est un médecin, qui était une vieille interne de médecine. On ne dit pas vieille. Une interne mature, comment on dit? Une interne en fin du cursus. Une interne en fin du cursus. Et qui s'est posé la question donc, de médecine générale et qui a fait la formation spécialisée transversale d'addictologie, qui est venue passer 1 an dans le service et qui s'est intéressée à ça. Parce qu'elle a vu le versant pendant le stage en médecine générale de ville et elle a vu les malades qu'on recevait. Et elle s'est dit, et c'est un truc sur lequel je vais insister, je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux de surveillance des ordonnances et de pharmacos, tout ça, accablent un peu les médecins généralistes. Et donc, elle a vu l'autre côté et elle a dit, mais quand même, ça vient beaucoup des prescriptions. Et donc, les généralistes prescrivent trop. Alors, est-ce que c'est une actualité? Effectivement, si on regarde la hausse inquiétante des prescriptions d'oxycodone en France, il y a un article dans Le Monde. Il y a quand même l'Occitanie, donc c'est ma région. Enfin, elle ne m'appartient pas à moi, mais c'est dans laquelle j'évolue. L'Occitanie, c'est la 2e région la plus consommatrice. Donc, on est quand même derrière la Nouvelle-Aquitaine que l'on va rencontrer dimanche prochain au rugby, puisqu'il y a une grosse concurrence entre Toulouse et Bordeaux au rugby, et donc on est content d'être second. Et après, il y a cette série Painkiller qui est quand même assez étonnante. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais nous en addictologie, on aimait bien regarder ce que les gens regardent. Et alors c'était très étonnant parce que donc c'est un lien avec ma réunion de tout à l'heure, c'est avec la Ligue nationale de rugby, puisque je m'occupe des problématiques addictives chez les joueurs professionnels, et à l'école de rugby, il y a des parents qui ont dit d'enfants des écoles de rugby où on fait la prévention. Ils nous ont dit, mais cette série, elle est super, mais en fait, moi, j'ai eu une ligamentoplastie, mon généraliste m'a renouvelé l'oxycodone, et en fait, c'est un médicament pourri, et on met des trucs dedans, toxiques, que les laboratoires nous manipulent pour nous rendre addicts. Donc, c'est le message qui est passé. Et donc, je lui ai répondu naturellement, le fake qui circule sur Twitter aujourd'hui, qui est au McDo, pour les gens qui connaissent le McDo. Pas tout le monde connaît le McDo. Mais en fait, quand vous retournez le hamburger, il y a une empreinte sous le hamburger ronde. Et en fait, le fake, c'est de dire que les Américains émettent un anti-émétique. Il y en a qui l'ont entendu, soutenez-moi, parce que
Ils mettent, tu l'as entendu, vous l'avez entendu, voilà. Ils mettent un antiémétique parce qu'ils lavent la viande à la javel et tout ça, et c'est pour que la pilule passe mieux, pas la pilule d'oxycodone évidemment. Donc c'est une actualité qui n'est pas très récente, puisque le tramadol, aujourd'hui, les prescriptions, elles avaient vachement augmenté. Et ce qui était assez intéressant, c'est que ce rapport de la NSM, qui est un peu vieux, j'ai fait exprès de le mettre, ils disent que ça tend à se stabiliser depuis 2013. Et en fait, comme quoi, ce n'était pas Madame Irma, parce que là, ça ne se stabilise pas du tout. Le tramadol, c'est vraiment l'addiction que l'on a aujourd'hui avec une énorme difficulté. Je profite juste pour le dire, parce qu'on a un travail là-dessus, c'est les syndromes des jambes sans repos, en sevrage, que l'on ne recherche pas assez, et qu'on s'est rendu compte que les sportifs de haut niveau qui boulottent beaucoup de tramadol, notamment les rugbymen, ils mangent beaucoup de tramadol, ils ont des syndromes des jambes sans repos, et donc ils ont toutes des stratégies de prise de benzo pour faire passer le syndrome des jambes sans repos. En tout cas, il n'y a pas de restriction dans l'AMM des opioïdes, donc ça c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que tout jeune médecin qui peut prescrire des opioïdes à partir du moment que la douleur elle soit sévère avec une échelle numérique supérieure à 6 ou 10. Alors nous, on a fait une étude. Alors vous verrez que c'est un questionnaire qu'on a envoyé à des médecins sur les réseaux sociaux. On s'est servi un peu de Doctolib. Elle en a eu 256, donc essentiellement de sexe féminin. Des fois, je fais des erreurs. Ne mettez pas le hashtag balance ton conférencier. J'ai failli dire des femmes. Donc c'est 180 de sexe féminin, 76 de sexe masculin, entre 31 et 45 ans. Alors c'était pas mal cette population parce que ce n'est pas du tout représentatif de la population des médecins généralistes en France. Ils sont plus jeunes et c'est plus des femmes qui ont répondu que la population des généralistes français. Toujours est-il que ce qu'on a voulu savoir, c'est que les ordonnances d'opioïdes faibles, elles peuvent aller jusqu'à 1 mois en primo-prescription, alors qu'il y a des médecins qui font attention à faire moins de 2 semaines ou de 2 semaines à 1 mois, on a quelques-unes 1 mois. Et pour les opioïdes forts, c'est plus restreint, mais il y en a qui prescrivent en primo-prescription 2 semaines renouvelables. Il y a une erreur, c'est le 11%, c'est renouvelable. Alors quand on regarde la durée de prescription des opioïdes, il y a quand même 138 médecins de l'échantillon sur 256 qui avaient prescrit des opioïdes faibles pendant une durée d'au moins 3 ans chez les mêmes malades, et presque 28% qui avaient prescrit des opioïdes forts. Alors ça, c'est pour nous, c'est ces malades qui arrivent évidemment dans les services d'addictologie. Alors les moyens de prévention qui étaient utilisés par ces médecins. Alors, est-ce que je discute la durée maximale du traitement? Alors, en fait, on a fait un questionnaire à 3 réponses. Pourquoi? Parce qu'on a voulu piéger ceux qui répondaient toujours au cas par cas. C'est-à-dire, je m'adapte au patient. Et surtout, ce qui nous intéressait, nous, c'était le non. En fait, c'est le rouge. C'est-à-dire, pas beaucoup de discussions de durée maximale de traitement. Les médecins, ils discutent bien les alternatives en cas d'efficacité incomplète du traitement, ce qui est les recommandations, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je propose un schéma de décroissance? Eh bien, pas trop pour les opioïdes faibles et surtout pour les opioïdes forts. Et malheureusement, la grosse problématique du tramadol, c'est qu'on a des symptômes de sevrage à l'arrêt de ces traitements. Alors ensuite, est-ce que je préviens le risque d'installation d'une dépendance physique? En fait, il y a pas mal de médecins, 25%, enfin un quart, qui, dans les opioïdes faibles, ne le préviennent pas. Est-ce que j'informe du risque d'installation d'une tolérance? Donc ça, vous avez reconnu, c'est l'opioid risk tool, en fait, c'est l'échelle. Est-ce que j'informe du risque d'overdose? Alors là, c'est plus embêtant parce que malgré la prescription d'opioïdes forts, il n'y a pas beaucoup qui informent du risque d'overdose ou des associations, notamment avec alcool, benzodiazépine et morphinique. Alors c'est toujours, évidemment, on prend plus de précautions avec les opioïdes dits forts et pas trop avec les opioïdes dits faibles. Et enfin, quand on regarde s'ils recherchent les comorbidités, alors l'alcool, en fait, il recherche 40% des cas, les médicaments, c'est toujours 40% des cas, les comorbidités psychiatriques, on n'arrive pas à la moitié, les substances illicites, on est qu'à 40%, et tout ce qui est antécédents familiaux et abus sexuels dans l'enfance, c'est très peu recherché. Alors, la durée de première ordonnance pour les opioïdes forts, on voit qu'elle est toujours plus faible que les opioïdes faibles. La durée maximale définie du traitement,
c'est quand même systématiquement, ou en tout cas au cas par cas, c'est bien recherché. Par contre, elle ne reste pas définie dans 13% des cas, ce qui est normal, mais 24% des cas pour les opioïdes faibles. Est-ce qu'il y a eu une décroissance prévue? On retrouve là, c'est 34% pour les opioïdes faibles, ce qui est vraiment une problématique pour nous. Donc ça, c'est le même tableau. Alors, quelles sont les pistes d'amélioration? Alors, c'est là où on morfle, c'est-à-dire c'est le réseau ville-hôpital, c'est-à-dire qu'ils sont tous contents, ils ont des guides de bonnes pratiques, mais en tout cas, ils aimeraient un contact plus fluide avec le réseau d'addictologie et des contacts plus fluides avec le réseau de prise en charge des douleurs chroniques. Là, ça révèle un secret qui est que, mais il ne faut pas le dire, que le système de santé ne va pas très bien et qu'on a un peu de mal à absorber dans les services d'addictologie, mais partout, là, j'ai discuté avec mes collègues de France et de Navarre, à absorber, et ça, c'est vraiment très, très embêtant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que nous, on fasse? C'est ce que je vous ai dit, c'est renforcer le lien ville-hôpital, et surtout, le but, ce n'est pas d'accabler les médecins généralistes. Si vous êtes sur le site Le Divan des médecins, le site Facebook, si vous connaissez le site Le Divan des médecins, vous verrez qu'il y a énormément de plaintes des médecins généralistes sur l'attitude des médecins hospitaliers. Et alors l'autre jour, on a eu une formation avec les orthopédistes où on leur a dit arrêtez de donner 3 comprimés de tramadol et dire prendra rendez-vous avec son médecin généraliste. Je pense qu'il s'il y a des médecins généralistes parmi vous, je pense que vous y êtes. Voilà. Mais nous, les universitaires de l'hôpital, on essaye de leur dire les arrêts de travail pour une ligamentoplastie, ce n'est pas un jour et il retourne voir son médecin généraliste parce que quand il doit organiser le kiné, qu'il a l'immobilisation, et pareil pour les antalgiques. Alors ils nous répondent, les orthopédistes, en 2023, ils disent mais on a des anesthésistes pour ça. Non, en fait, théoriquement, tu opères, tu dois faire l'antalgie, mais c'est vrai. Et sur le divan des médecins, c'est un sujet récurrent qui revient souvent. Les messages que moi je veux rappeler, en tout cas, c'est ne pas s'arrêter au moment clinique. Là, j'ai mis l'exemple parce que c'est un vrai. C'était une fracture des 2 jambes. Et en fait, on a commencé à lui prescrire du tramadol. Il a été renouvelé. Et en fait, personne ne lui avait posé la question de pourquoi il avait la fracture des 2 jambes. En fait, c'était un monsieur qui était sourd et qui a voulu changer la tringle à rideau. Et en fait, il est tombé de l'escabeau. Et donc, il s'est fait une spiroïde parce qu'il s'est coincé dans les barreaux. Et donc, il avait déjà un trouble d'usage de l'alcool. Donc là, c'est un red flag, hein, c'est un warning. Et toujours rechercher ce qui s'est passé avant. Donc, ça, c'est l'ORT. Alors, celle-là, l'opioïde risk tool, elle devrait y être dans les cabinets de médecine générale. J'ai vu qu'il y avait des généralistes. Ne me sautez pas dessus, parce que je vais modérer ce que je dis. Parce qu'avant la prescription, c'est l'opioïde risk tool. Pendant la prescription, c'est la POMI, qui n'est pas validée, mais en tout cas, elle est en tout cas recommandée, ou en tout cas, elle aide bien. Et alors là, l'autre jour, il y a un généraliste qui était à la retraite et qui continue de remplacer pour aider un cabinet. Il m'a dit, et vous êtes fous, en fait, parce que si on fait la POMI ou l'ORT, il faut qu'on fasse l'audit court, il faut qu'on fasse l'HAD, il faut qu'on fasse les échelles de machin, et il dit, et en fait, on n'a pas le temps. Alors je lui ai dit, mais vous n'avez pas une tablette? Il m'a dit, vous rêvez, parce que nous, à l'hôpital, on a des tablettes. Ils cochent dans la salle d'attente, et puis quand ils arrivent, on appuie sur le bouton et ça nous met les scores. Donc il m'a dit, arrêtez, et j'ai été très content qu'il me dise ça, parce qu'il m'a dit, arrêtez. Alors certes, c'est des outils, ils sont recommandés dans les recommandations de l'HAS, mais ce ne sont que des outils. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. Donc nous, on en avait assez à Toulouse de faire addiction-douleur. Alors, pourquoi vous prenez tant de tramadol? Parce que j'ai mal. Mais pourquoi on vous envoie? Parce que j'en prends trop. Ok, mais si on vous en enlève, j'ai mal. Donc on envoyait à la douleur. La douleur disait, mais non, en fait, il n'a pas du tout une douleur, machin, c'est neuropathique, il n'a pas à prendre de tramadol, donc c'est à toi de mettre de la buprenorphine. On dit, mais si on met la buprenorphine, ça ne marche pas sur la douleur neuropathique. Ah oui, alors il faut aller mettre la méthadone. Oui, mais pas... Enfin bon, donc on a dit, allez, on va faire consultation conjointe. Ça, c'est bien, mais ça ne marche pas beaucoup. Parce qu'on n'a pas assez de temps. En tout cas, sur les 140 malades qu'on a vus dans l'année, on en a substitué 80, ce qui est pas mal. On les a substitués. Après, il y a les algologues, ils jouent avec les risettes à la kétamine, en hospitalisation, tout ça. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de faire le ping-pong. Et vraiment, les centres du cancer, ils font des consultes conjointes avec nous, mais il faudrait que les douleurs non cancéreuses, on prenne ce modèle. Et puis, il y a Benjamin Roland et l'équipe de Lyon qui ont montré le centre
des ressources lyonnaises des addictions médicamenteuses, où ils font benzo aussi, mais ils font les opiacés. Et ça peut être sollicité uniquement par des médecins, même si vous êtes hors région. Voilà, donc en conclusion, juste pour finir, c'est vraiment une grosse problématique. Je vous invite à lire Mes usages et dépendances des opioïdes de prescription, le repérage et la prise en charge. Et je crois qu'on est très en retard. Alors, pas sur les Américains pour une fois, mais on est très en retard sur la prise en charge de ça. Et il va falloir qu'on s'améliore beaucoup. Je vous remercie. Merci, on va peut-être un tout petit peu déroger à la règle, puisque vous nous quittez. Est-ce qu'il y a une ou deux questions sur cette intervention? Parce que je pense que oui, il doit y avoir des réactions au niveau des médecins généralistes présents dans la salle. Est-ce que ça vous renvoie à des situations difficiles à gérer, post-orthopédiques ou autres? Est-ce qu'il y a des... Voilà, parce que certains veulent rebondir ou on peut avoir profiter de la présence de notre intervenant qui va s'échapper. Mais pas m'échapper de suite, hein. C'est à 6h10, Ah bon, quoi. D'accord. On garde encore un peu. Oui, oui. Ok. Bon, Okay. Bah, sinon ça peut venir après. On va passer à l'intervention suivante alors. On va passer aux microstructures médicales. C'est toi? Super. Et Non, c'est bon. Ah ouais, je suis passée en les premiers résultats donc d'une expérimentation de 51. Ah non, c'est pas toi. Donc, où? Microstructure, c'est vous? Oui, oui, c'est Thierry Royer et Juliette Roux, Strasbourg. Alors je vous laisse peut-être vous présenter parce que vous le ferez plus vite mieux que moi. Et je vous laisse la parole sur les microstructures. En essayant en même temps de mettre le diapo, moi je m'appelle donc Juliette Roux et je travaille à la coordination nationale des réseaux de microstructures médicales, la CNRMS. On est une association basée à Strasbourg qui a été créée en 2006 et qui vise à fédérer les réseaux de microstructures médicales, on reviendra sur la définition du terme juste après, qui se sont déployés et développés dans différentes régions en France. Et on va faire cette présentation à deux têtes avec Thierry Royer. Je vous laisse présenter. Donc moi je suis Thierry Royer, je suis psychiatre, je travaille depuis de longues années en microstructure et je fais aussi un travail de coordination au niveau de la CNRMS pour une expérimentation dont on va parler si le PowerPoint apparaît. Alors nous on ne le voit plus du coup, mais c'est pas grave. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une microstructure médicale? Une microstructure médicale, c'est une équipe de soins primaires composée d'un ou de plusieurs médecins généralistes, d'un ou d'une psychologue, d'un ou d'une travailleuse sociale et d'un psychiatre quand c'est possible. Et le psychologue, le travailleur social et le psychiatre interviennent au sein même du cabinet de médecine générale pour prendre en charge conjointement des patients que le médecin généraliste aura repérés et pour lesquels il estime qu'un suivi pluriprofessionnel serait nécessaire. Donc ça s'adresse à la patientèle du médecin généraliste. Cette équipe de... Je ne vois pas ce que je... Oui. C'était l'idée d'adjoindre aux médecins généralistes au sein de leur cabinet une équipe thérapeutique composée donc du psychologue, de la travailleuse sociale et du psychiatre. Elle est née à la fin des années 90, au début des années 2000, dans le contexte qui était celui de l'épidémie du sida, avec des médecins démunis et seuls pour prendre en charge des patients usagers de drogue. Et donc, si l'indication de prise en charge à l'origine, donc ce sont les addictions et les comorbidités associées et les situations de grande précarité, les réflexions, rapidement, il y a eu des réflexions pour ouvrir l'indication de prise en charge à d'autres
à d'autres pathologies, notamment à la santé mentale. Et en 2019, avec l'épidémie de Covid, l'épidémie de Covid a permis d'ouvrir l'indication de prise en charge dans les microstructures médicales à la santé mentale. Aujourd'hui, le contexte qui est celui du développement des microstructures médicales, il est celui donc il s'inscrit dans le cadre de 2 expérimentations, article 51. Alors je vais peut-être préciser le terme parce que c'est un terme un peu technique. L'article 51, c'est l'article 51 du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2018 qui permet de promouvoir des innovations, je cite, des démarches innovantes en santé, et notamment, en particulier, de pouvoir déroger à un certain nombre de règles de financement de droit commun. Et donc, dans le cadre de ces 2 expérimentations, on a donc l'expérimentation des microstructures médicales addiction, qui vise à développer de manière homogène dans différentes régions, parce que donc c'est né à Strasbourg et en Alsace, les microstructures, et donc ça s'est rapidement développé à Marseille et puis dans d'autres régions. Donc de permettre un développement homogène des microstructures médicales addiction dans d'autres régions et de tester ce mode de financement au forfait. C'est une expérimentation qui est portée donc par 5 ARS et la CNRMS, de par son expérience, a une fonction d'appui et de soutien dans le cadre de cette expérimentation qui prendra fin à la fin de l'année, après 3 ans d'expérimentation. Et celle qui nous intéressera un peu plus aujourd'hui, c'est l'expérimentation des microstructures médicales, donc post-Covid santé mentale, qui est portée en direct par la CNRMS et qui vise donc à ouvrir des microstructures médicales dans 6 régions. Donc les régions concernées à l'heure actuelle sont le Grand Est, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, la région PACA et la région Occitanie. Et donc c'est pareil, une expérimentation qui a démarré il y a 3 ans et qui prendra fin à la fin janvier 2024. C'est ça. Pour vous faire un petit état des lieux général sur la présence de microstructures dans les régions, on est donc là ça concerne autant les microstructures addiction que santé mentale, donc ces équipes de soins qui interviennent au sein des cabinets de médecine générale. Donc plus de 6000 patients suivis depuis le début des expérimentations, donc dans 143 microstructures, plus de 5000 patients pris en charge pour des problématiques d'addiction et de précarité, et près de 700 patients aujourd'hui pris en charge pour des problématiques de santé mentale. Et donc on voit ici les régions. Alors il y a aussi une microstructure en Nouvelle-Aquitaine qu'on mentionne parce qu'elle existe, mais elle n'est pas inscrite dans le cadre des expérimentations, et elle est financée et portée par BISIA. Et ça concerne à peu près aussi, au niveau national, à peu près 380 médecins généralistes, 80 travailleurs sociaux, 80 psychologues et 8 psychiatres engagés jusqu'à présent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité du fonctionnement microstructure? Ça a été pensé d'abord pour respecter des unités de travail. La première unité, c'est une unité de lieu, c'est-à-dire que ça se passe dans le cabinet du médecin généraliste. C'est-à-dire que c'est un lieu de confiance, un lieu qui n'est pas stigmatisant, sécurisé aussi, discret pour les patients. Et c'est la proximité des personnes dans ce lieu-là va permettre de lever pas mal de réticences à la rencontre. Et il y a une unité de temps. Quand c'est possible, les professionnels sont là dans le même temps dans le cabinet, ce qui permet de faciliter les échanges. Et puis une unité d'action qui va être très importante, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence de l'action des professionnels qui est renvoyée au patient, qui est très importante pour lui, liée à toute une modalité d'échange qu'on va pouvoir développer. Le rôle de chaque professionnel, le médecin traitant, c'est celui qui va accueillir les personnes dans le cabinet. C'est celui de la personne qui va orienter les patients vers l'équipe de microstructure. Et puis il y a tout ce côté somatique aussi des personnes qui n'est absolument pas négligé, qui va être traité aussi géré par le médecin traitant. Le psychologue va avoir la fonction d'accueil, d'écoute des personnes pour les accompagner et les soutenir. Le travailleur social va soulager la personne de toutes les difficultés sociales. C'est-à-dire que, et c'est un rôle très important parce qu'une fois ce fardeau social qui sera enlevé à la personne, ça ouvre
du coup, beaucoup plus à la parole et à l'échange une fois que ces difficultés sont levées. Et puis c'est quelqu'un qui va questionner le rapport de la personne au mode de fonctionnement de la société, comment ça fonctionne. Et souvent, ça va permettre de retrouver des choses, des éléments parfois cliniques, qui autrement seraient passés inaperçus et que le travailleur social va pouvoir apporter au moment de la délibération. Et puis le psychiatre va avoir un rôle de déstigmatisation des soins psychiatriques, c'est-à-dire que ça va souvent essayer de lever la réticence initiale au niveau de l'abord, des soins psychiatriques et éventuellement du traitement. Il y a un soutien à la fois pour l'équipe, mais parfois aussi pour le patient au niveau de la question du diagnostic et puis de le suivi des patients, avec en particulier toute la question de la gestion des psychotropes. Et puis il y en a un rôle d'articulation vers d'autres acteurs du soin extérieurs à l'équipe de microstructure et au cabinet du médecin. Le point important, enfin les points essentiels pour le fonctionnement de la microstructure, ça va être d'abord la question de la pluridisciplinarité de l'équipe et puis surtout de la notion de la délibération. C'est une équipe, le travail de l'équipe est basé vraiment sur les échanges entre les différents partenaires, avec comme élément principal, c'est qu'il y a une mise en équivalence des compétences de chacun. Chacun apporte ses éléments au niveau de la prise en charge. Alors les échanges peuvent se faire directement au niveau du cabinet, par des échanges informels, d'où l'importance de l'unité de temps et d'action. Mais ce qui va être surtout très important, ce sont des réunions de synthèse, des équivalents de RCP qui sont organisés dans l'idéal tous les mois au niveau de l'équipe, qui vont permettre de pouvoir échanger avec les patients. Et tous les membres de l'équipe vont pouvoir apporter des éléments pour nourrir ces échanges. Ce sont aussi des équipes qui sont présentes sur la durée. Donc les patients savent que même si à un moment il quitte la microstructure, enfin, il n'est plus suivi, il aura toujours le moyen de revenir avec les mêmes professionnels qui vont reprendre son suivi, sont des choses très importantes, y compris au moment des situations les plus délicates. Il y a aussi la possibilité d'échange entre les différents professionnels qui est une action de soutien face aux situations les plus complexes, les plus difficiles. Quand un des professionnels rencontre une situation particulièrement délicate, il sait qu'il peut se reposer sur les autres membres de l'équipe pour pouvoir échanger, ce qui permet de répondre vraiment à des situations complexes dans des cabinets de médecine générale. Et c'est pas une simple juxtaposition de compétences qui peut différer. Parfois, des personnes extérieures le considèrent comme une simple juxtaposition de compétences. Non, ça va au-delà d'un fonctionnement comme on peut avoir comme celui-là. Alors pourquoi l'intérêt dans la santé mentale On sait qu'il y a des obstacles aux soins psychiatriques en général. Alors ça, sont des éléments qui sont issus d'un rapport de l'IGAS de 2017. Pourquoi ? Parce que le système des soins psychiatriques est absolument saturé, aussi bien à l'hôpital qu'en libéral. Parce que quand il y a un CMP, les horaires d'ouverture ne permettent pas toujours des prises en charge, ou ils sont parfois éloignés géographiquement et ce n'est pas évident de s'y rendre. Et puis, ce qui était déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les médecins traitants ont parfois du mal sont réticents parce qu'ils ont parfois du mal à traiter avec les spécialistes et les CMP. Mais ça vient aussi du patient lui-même, parce que ce n'est pas évident d'accepter d'avoir besoin d'avoir des soins psychiatriques. Si jamais on l'accepte, ce n'est pas évident parfois de se rendre dans des lieux qui sont considérés comme stigmatisants parce qu'on a la crainte de la représentation qu'on peut avoir ou de croiser certaines autres personnes qu'on juge souvent plus malades que soi. Si jamais on décide de passer le pas et d'aller en libéral, financièrement, les personnes n'ont pas toujours les moyens d'assurer un suivi de ce type. Et puis, pour des personnes qui sont souvent en situation de précarité, de grandes difficultés, arriver à faire élaborer une demande de soins, avoir considéré qu'on est parfois digne de demander des soins de ce type, ce n'est pas toujours évident. D'où l'intérêt d'ailleurs de l'abord aussi bien somatique que social, qui permet souvent un abord de certaines situations qui autrement ne seraient pas prises en compte. Donc, et on sait en plus que beaucoup de soins, personnes en situation de soins psychiques sont pris en charge dans les cabinets de médecine générale, avec des niveaux de remboursement qui sont équivalents parfois à ceux des soins psychiatriques. L'avantage de la microstructure, c'est qu'il y a une levée de la réticence aux soins. Pourquoi ? Parce que le patient est dans le cabinet du médecin et donc la confiance abordée au médecin traitant déborde sur les autres professionnels. Il y a aussi une question de loyauté. Si le médecin traitant me demande d'aller voir telle personne en plus dans le même cabinet, je vais peut-être le faire parce que si je reviens voir mon médecin et que je dis non, ce n'est pas forcément évident. Et puis, il y a une question de gratuité aussi qui permet de lever pas mal de réticences.
Il y a aussi une question de confiance, donc, comme je disais, dans l'équipe dans sa globalité. Puis la stabilité de l'équipe dans sa durée, c'est qu'on va pouvoir revenir à un certain donné, en particulier quand, si on va mieux mais qu'on va de nouveau plus mal, on revient voir la même équipe qui nous connaît déjà et ça facilite beaucoup la prise en charge dans la durée. Ce qui fait que des situations très complexes sont prises en charge directement par l'équipe sans avoir besoin d'un recours à des personnes extérieures, ce qui est aussi rassurant pour les patients. Ça permet des actions très précoces. Le médecin connaît bien son patient, c'est quand il ne va pas bien, ça permet aussi d'intervenir rapidement et d'éviter des escalades dans les soins, dans les traitements et dans les recours aux différents professionnels. Et puis ça, c'est l'avantage d'avoir des comorbidités, des prises en charge pour des pathologies masquées, ou bien alors, classiquement par des masques somatiques. On pourrait presque parler de masques sociaux, puisqu'il y a des problèmes sociaux qui sont parfois au premier plan, qui masquent de véritables troubles psychiatriques, qui à ce moment-là peuvent être révélés et pris en charge. Alors, moi, je vais vous présenter quelques éléments plus chiffrés qui sont basés sur les données qui nous sont remontées par les équipes au sein des microstructures. On aura mis à disposition un système d'information. Donc, on le disait tout à l'heure, dans le cadre de l'expérimentation, les microstructures s'adressent à la patientèle du médecin généraliste. Qui donc présentent des problématiques de santé mentale et qui, pour différentes raisons, ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir aux structures de soins spécialisées. Aujourd'hui, il y a 49 microstructures santé mentale, qui incluent des patients pour ce motif-là dans le cadre de l'expérimentation. Donc sur les patients aujourd'hui, donc plus de 700 patients suivis, 47 qui sont sortis du dispositif. On voit que la moyenne d'âge, elle est de 46 ans. Et surtout, on note un chiffre important qui est la part de femmes suivies en microstructure. Et cette prépondérance des femmes suivies en microstructure, on la retrouve dans les deux expérimentations, tant dans les microstructures santé mentale que dans les microstructures addiction. Et dans ce cadre, ce chiffre il est intéressant et important à mentionner. Et la CNRMS, dans ce cadre, est financée par l'IRESP pour mener une recherche en lien avec deux équipes du CESTIM et du CNRPMS, pour connaître le profil de ces femmes et ce qu'elles trouvent ou ne trouvent pas dans les microstructures. Et cette recherche concernera tant les microstructures, les femmes, concernera plus les femmes ayant des pratiques addictives. Oui, on accélère. Rapidement, le profil sur l'événement à l'origine de la prise en charge en microstructure, donc c'est-à-dire ce qui conduit le médecin à l'orientation du patient vers le suivi en microstructure. Donc les deux principaux éléments, ce sont la dépression et les conflits et violences, et on le retrouve tant chez les femmes que chez les hommes, ce motif, très rapidement. Et alors sur des éléments un peu plus diagnostiques, du coup sur les principaux troubles psychiques rencontrés par les patients suivis en microstructure. Donc les deux principaux troubles sont les troubles anxieux et les troubles de l'humeur, avec présent davantage chez les femmes que chez les hommes, mais voilà, c'est les deux principaux troubles. On a pu mener une enquête, la CNRMS, une enquête de satisfaction auprès des patients suivis en microstructure. Donc 134 patients et patientes ont répondu à cette enquête, et qui a permis de préciser que... Alors cette enquête, elle concerne tant les patients suivis en microstructure santé mentale que microstructure addiction. On remarque qu'avant l'entrée dans la microstructure, une majorité, donc 78% des personnes n'avaient jamais vu de travailleur social, 66% n'avaient jamais vu de psychiatre, et 61% n'avaient jamais vu de psychologue. Donc c'est des patients qui n'étaient pas suivis, pas ou peu suivis pour leurs problématiques, qu'elles soient une problématique de santé mentale ou une conduite addictive ou une situation de précarité, avant leur entrée dans la microstructure. Quant à l'évolution de l'état de la personne suivie en microstructure, 87% des patients et des patientes répondants sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que leur qualité de vie s'est améliorée depuis leur entrée dans la microstructure, et
92% des patients recommanderaient ce suivi à des personnes dans la même situation qu'eux. Voilà pour les éléments un peu plus. Puis, tiens, voilà, rapidement. Oui, juste dire que expérimentation veut dire évaluation. Elle sera faite par une équipe de santé publique des Hospices de Lyon. L'objectif, l'espoir, c'est surtout que ça puisse passer dans le droit commun, avec un financement qui permettrait d'ouvrir plus largement des microstructures, avec l'idée aussi de ne plus sortir sur ces indications santé mentale, addiction, précarité, mais pouvoir inclure simplement les gens dans les microstructures, et peut-être poser la question à l'avenir de dire que ça pourrait être utile pour des pathologies chroniques complexes au-delà des simples indications actuelles. Voilà. Peut-être juste les résultats de l'évaluation. Vous avez la date à peu près de quand 11 décembre. Voilà, à la fin de l'année. À la fin de l'année. Merci. Alors toujours dans la même veine des prises en charge coordonnées, médicales, psychologiques, sociales, éducatives, on va voir le modèle aussi des maisons de santé pluridisciplinaires, donc avec notre intervenante qui va se présenter, qui est donc Julie Dupouille, donc toujours région Occitanie, Toulouse à nouveau. Oui, Toulouse à nouveau. Ça Toulouse fait à une petite nouveau, pause voilà. est et on revient dans le sud. Plus Bordeaux, là, étant... Ah, ben là, c'est bon. C'est bon, on a réussi. On est super fort en informatique, c'est bon. On est autonome. Je mets en pile. Ah, voilà, parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, Julie Dupouille, je suis médecin généraliste près de Toulouse, à Pain-Juste-Arrêt précisément, en maison de santé pluriprofessionnelle universitaire. Et donc, j'ai encadré le travail de thèse de Pierre de Clermont-Gallerande, qui a soutenu en juillet de cette année son travail de thèse qui portait sur les pratiques pluriprofessionnelles en maison de santé et en centre de santé en Occitanie pour le soin des addictions. Donc vous le savez, il y a des freins inhérents qui ont été décrits à l'application dans le soin des addictions des médecins généralistes, qui sont, outre le manque de formation, qui est un frein facile à mettre et très stigmatisant pour toute la profession des médecins généralistes, le manque de temps, des représentations négatives, mais aussi un manque de pluriprofessionnalité. Et donc la présentation qu'on a vue, la présentation montrait bien les difficultés des médecins généralistes à joindre d'autres spécialistes, qu'ils soient addictologues, algologues ou dans plein d'autres champs. On a fait un projet récemment qui était une étude quantitative avec une étude qualitative où on a interrogé des médecins généralistes sur ce qui leur manque, comment ils voyaient la prise en charge des patients pour de la substitution aux opiacés, et ce qui ressortait, ces freins ressortaient, et aussi en effet le fait qu'ils n'avaient pas l'étayage psychosocial nécessaire pour pouvoir accompagner les patients de façon qualitative. Donc c'est développer le concept de microstructure médicale dont on vient de parler, qui veut répondre à cela et qui permet donc le travail d'un psychologue et d'un travailleur social au cabinet de médecins généralistes. Donc je prends mon exemple chez moi à Pain-Juste-Arrêt, comment ça se passe. Donc on a un cabinet, une MSP où on est 19 professionnels de santé, dont 5 médecins généralistes, tous signataires de la convention qui s'appelle Équipe Addict chez nous, qui est l'expérimentation. Et donc on a conventionné avec INXAPA et ARPAD, qui est à Toulouse, qui fournit, entre guillemets, du temps de psychologue et de travailleur social. Et donc, tous les 15 jours, on a un travailleur social qui vient une journée par semaine, et la psychologue de même, et qui permet qu'on oriente nos patients vers eux en leur en ayant parlé, en les ayant inclus dans le dispositif microstructure. Donc on leur parle de ça, on les inclut et on leur prend rendez-vous ou on leur donne le numéro de la psychologue travailleur social, et puis ils sont reçus par ces intervenants, par nous aussi, le suivi continue, et on fait le lien régulièrement en réunion de synthèse tous ensemble. La microstructure médicale également est en lien avec donc, le XAPA, forcément, et on peut avoir là la compétence du médecin, du XAPA ou des autres professionnels, et fait le lien aussi avec tout le secteur hospitalier, médico-social. Donc en Occitanie, il y a une trentaine de microstructures médicales addiction actuellement. Donc notre objectif, c'était, outre ces microstructures qui vont se développer, de voir déjà dans les maisons de santé s'il y avait du soin des addictions en pluriprofessionnalité. Parce qu'il y en a qui ont développé des microstructures d'addiction, c'était un modèle expérimental, donc il n'y en a qu'une trentaine en Occitanie.
il y a eu beaucoup de maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont développées. On est dans un virage un peu, mais dans un début d'exercice coordonné en soins primaires. Et donc on voulait voir un petit peu si le fait d'être en travail coordonné en pluriprofessionnalité permettait de travailler le soin des addictions, si c'était une préoccupation des professionnels de santé ou pas. Et puis en objectif secondaire, on voulait voir si finalement le concept de microstructure médicale, après leur présenter de façon courte, les intéressait. Donc on a établi un questionnaire en 3 parties. Une première partie qui reprenait les caractéristiques des structures, leur ancienneté, leur composition pluriprofessionnelle. En partie 2, on les interrogeait sur les actions qui menaient en pluriprofessionnalité pour les soins des addictions. Et en 3e partie, on les interrogeait sur le concept des microstructures. Donc en Occitanie, il y a 270 maisons de santé et 86 centres de santé. Et là, je dois saluer le travail de Pierre qui a pris son courage, son téléphone et ses pouces et a appelé toutes les maisons de santé et tous les centres de santé d'Occitanie. Et donc finalement, il y avait des structures qui étaient exclues parce qu'il n'y avait pas de médecin généraliste ou parce qu'il y avait il n'y avait pas de médecin généraliste, ou alors il y avait des centres de santé qui étaient au-dessus MSP. Il y a des structures qu'on a dû exclure. Donc finalement, l'enquête a porté sur 264 maisons de santé et 49 centres de santé. Et donc finalement, 161 structures nous ont répondu, 7 centres de santé et finalement 129 maisons de santé avec des réponses complètes. Ce qui fait un taux de réponse de 14% pour les centres de santé et de 48,8% pour les maisons de santé. Donc 136 réponses ont été analysées au total. Alors dans ces 136 réponses, on demandait une seule réponse par structure de soins, donc c'était ou un médecin ou le coordonnateur qui le remplissait. Et finalement, quand on leur demandait si les médecins de la structure prenaient en charge les addictions, 85% des médecins prenaient en charge les addictions. Donc un résultat assez fort. Quand on leur demandait quelles autres professions de santé étaient intégrées aux soins des addictions, c'était finalement les infirmières, les psychologues, travailleurs sociaux moins fréquemment, addictologues, psychiatres et infirmières azalées. Alors là, vous avez une distinction entre les maisons de santé tout venant qui sont en orange foncé et les maisons de santé qui ont une microstructure qui sont en beige, on va dire, en orange clair beige. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un différentiel. Alors, sur l'implication des infirmières, c'est à peu près pareil. Sur les psychologues, vous voyez que les microstructures, forcément, les psychologues, de fait, sont impliqués dans les addictions. Le travailleur social, on passe de 10% à 66%. Et donc, finalement, les contacts ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des caractéristiques des structures. Les actions de pluriprofessionnalité que les structures menaient, c'était principalement le mois sans tabac, donc à peu près en totalité presque 40% des structures menaient des actions spécifiques pour le mois sans tabac, les microstructures à 70%. D'autres projets en lien avec les addictions, c'était à peu près presque 20% et pour 50% pour les microstructures. Et puis vous voyez qu'il y a des protocoles addiction plus souvent dans les maisons de santé qu'il y a des microstructures et qui étaient plus souvent partie également des réseaux d'addiction. Dans les acteurs qui étaient sollicités par les structures, finalement, le XAPA intervenait, les services hospitaliers addiction, les CMP, mais on voyait des différences intéressantes, c'est-à-dire que les microstructures sollicitaient plus le XAPA, moins les services hospitaliers, moins les CMP, et moins aussi les psychiatres. Donc il y avait des différences qui existaient en termes de coopération pluriprofessionnelle. Quand on les a interrogés sur l'intérêt pour les microstructures médicales, alors 100% des microstructures ont déclaré être satisfaites du modèle, donc quand même c'est un résultat fort. 50% des répondants, microstructures et pas microstructures des maisons de santé, de centres de santé, estimaient que les psychologues et les travailleurs sociaux seraient utiles à leur exercice. 57% avaient le souhait d'une formation d'addictologie et 73% estimaient que des RCP, donc des réunions de synthèse dédiées aux addictions, seraient utiles. Et finalement, dans tout ça, 56% des répondants souhaitaient la création d'une microstructure médicale addiction. Et donc on a la liste, ils sont prêts. Si le dispositif est pérennisé demain, on a toute une liste de gens qui sont très prêts à travailler là-dessus.
Donc, quelles sont les limites de cette enquête? Un taux de réponse pour les centres de santé qui était faible, pour les maisons de santé qui étaient haut, mais pour les centres de santé qui a été beaucoup plus réduit. Un biais de sélection, bien sûr, il y a toujours un biais de sélection dans ces études, et ceux qui sont plus intéressés ont répondu, bien sûr, mais on avait quand même 48, un fort taux de participation. Et puis un biais d'information, puisque en fonction de la personne qui répond, peut-être qu'il n'était pas au courant de toutes les actions menées. Donc au final, pour 65% des structures, il y avait un soin des addictions en équipe, avec une implication inégale des professions paramédicales. 75% plaidaient pour un meilleur lien avec le territoire. Il y avait finalement peu de projets actions de santé addiction en dehors du mois sans tabac, mais quand même certains qui étaient engagés là-dedans. Je ne vous ai pas montré les résultats parce que c'était trop long, mais en fait on voyait que, clairement au niveau statistique, le lien entre microstructure médicale et action de pluriprofessionnalité pour soins des addictions était clairement établi. Et puis il y avait le lien en fait entre l'ancienneté de la structure, plus la structure était ancienne, plus la MSP s'était créée de façon reculée, plus il y avait d'actions de pluriprofessionnalité dans le soin des addictions, ce qui nous poussait à croire de façon optimiste que ça allait encore se développer dans l'avenir et que potentiellement ces structures étaient quand même en capacité de développer des choses au niveau de leur territoire. Et donc un intérêt notable de 56% des maisons de santé pour la création de microstructures médicales addiction ou santé mentale, pas c'était addiction, mais on peut penser de façon plus large. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette intervention très tonique, encourageante. On garde les questions et on va donner la parole à Clément Berlier, donc, qui est donc intervenant à la Coréade, Coordination régionale d'addiction en Nouvelle-Aquitaine, et qui va vous parler du dispositif DEPIST, comment associer les médecins généralistes à la prise en charge des pathologies induites par le tabac et comment travailler avec eux finalement sur une étude de faisabilité, on l'a vu, les problèmes de temps, les problèmes qui se posent en médecine générale, comment arriver à travailler avec eux sur des dispositifs de dépistage acceptables. Enfin, tu diras mieux que moi. Je vais vous présenter tout ça. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Clément Berlier, je suis pharmacien et coordinateur général adjoint à la Coréade. La Coréade, c'est la coordination régionale des addictions, qui est une structure qui porte des projets de prévention sur la Nouvelle-Aquitaine. On a un stand en bas, donc n'hésitez pas à aller voir mes collègues qui sont là pour vous présenter l'ensemble des projets. On a également un poster sur le projet DEPIST qui pourra répondre à certaines de vos interrogations. Donc c'est un projet qui est financé par l'Institut national du cancer et l'ARS Nouvelle-Aquitaine et qui est déployé donc par la Coréade ainsi que le département de médecine générale du CHU de Bordeaux et l'équipe de prévention du CHU de Bordeaux. C'est le service du professeur François Alain qui est représenté ici donc avec Rebecca Rattel, Colline Bourreau et pour le département de médecine générale, le professeur Jean-Philippe Joseph qui est coordinateur de l'étude DEPIST. Donc DEPIST, c'est l'acronyme de dépistage des pathologies induites par le tabac. Et donc je vais vous présenter ce projet qui est une proposition d'intervention, de réduction des risques et des dommages en termes de tabac. Le constat, vous le connaissez, c'est toujours un peu le même. Je vais changer de micro, ça sera plus pratique. Le tabac, c'est le premier facteur de mortalité évitable, donc 75 000 décès par an. Mais c'est surtout le premier facteur de risque évitable de cancer et de maladies cardiovasculaires. Donc il diminue énormément l'espérance de vie et la qualité de vie, donc ça, il n'y a rien de nouveau. Il y a de nombreuses actions préventives à visée de sevrage ou qui visent à diminuer l'entrée dans le tabac. Mais il y a peu d'actions de prévention qui ont une destination de réduire la morbidité en termes de tabac. Donc les nombreuses actions préventives, c'est la hausse du prix, notamment les campagnes du mois sans tabac et également l'élargissement de la prescription des traitements de substitution, donc aux nouvelles professions depuis quelques années. Donc ça a permis de diminuer la prévalence du tabac, mais si on s'intéresse à la morbidité, ça ne se chiffre pas qu'en termes de pourcentage et de prévalence. Donc l'objectif de l'étude DEPIST, c'est d'aller sur ces patients qui ont un arrêt tardif et difficile, et c'est pas parce qu'ils ont arrêté de fumer que les risques diminuent pour leur santé. Au contraire, comme ça arrive tardivement, généralement chez ces patients, il y a les risques qui continuent à se multiplier. Donc on peut se poser la question d'allier à la prise en charge du tabac le sevrage, mais également le dépistage des pathologies qui vont être induites.
Et donc c'est de ces 3 constats que sont nés le programme de dépistage des pistes. Donc en santé publique, avant de déployer un programme et de mettre beaucoup d'argent sur la table pour le déployer sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est toujours intéressant de faire une étude pilote. Donc de savoir si ce programme va être viable et entendable et acceptable par les médecins généralistes. Donc l'objectif, là je ne vous présente pas l'étude des pistes, je vous présente l'étude pilote des pistes, avant de parler du projet des pistes. Donc l'objectif de l'étude pilote des pistes, c'est d'évaluer la viabilité des recommandations de dépistage des pathologies liées au tabac en soins premiers. Et l'objectif secondaire de l'étude, ça va être d'évaluer l'impact de la proposition de dépistage sur l'évolution du tabagisme. Donc les objectifs un peu généraux, c'est d'identifier les pathologies qui sont induites par le tabac à un stade précoce, d'augmenter les chances de survie des patients, d'améliorer leur qualité de vie et de débuter une prise en charge adaptée plus précocement. Il y a eu 3 étapes nécessaires à la mise en place de cette étude pilote des pistes, qui sont des travaux de thèse, qui ont été encadrés par la Coréade, différents acteurs de Gironde. La première thèse, donc avec deux autrices différentes, Bourg et Lataste, a permis de faire un état des lieux des recommandations françaises et internationales de dépistage qui étaient centrées sur les fumeurs de tabac. La question de recherche, c'était de savoir s'il existait à l'heure actuelle des recommandations qui portaient sur le dépistage des pathologies liées au tabac dans la population de fumeurs persistants ou ayant des antécédents de tabagisme. Donc, ont été inclus les recommandations qui évoquaient le dépistage, pas qui évoquaient les pathologies développées à la suite du tabac. Les pathologies dont le tabagisme est un facteur de risque avéré selon l'OMS, donc on s'est basé sur les recommandations actuelles, et les recommandations qui citaient des critères d'âge, de sexe et de consommation tabagique. Et on a exclu toutes les recommandations qui portaient uniquement sur le suivi de la pathologie, sur des stades avancés et lorsque c'était des recommandations qui concernaient les prises en charge, les traitements et de la prévention secondaire. Donc l'objectif de ce travail de thèse, c'était d'avoir une proposition de recommandation. Donc la proposition de recommandation qui est née à l'issue de ce premier travail de thèse a répertorié donc là les 9 pathologies, 3, 6, 7, 8 pathologies qui sont présentes avec les examens à développer en parallèle. Le constat et la conclusion de cette thèse, c'était que les recommandations qui étaient proposées et qui existaient déjà, elles n'étaient pas centrées sur le patient tabagique, mais par pathologie. Qu'il n'y avait pas de recommandations ciblées, mais que c'était que des recommandations dispersées en termes de sexe et d'âge, et qu'en médecine générale, c'était bien d'avoir un outil qui classait des recommandations en fonction de l'âge du patient et de son sexe. Donc il n'y avait finalement aucune stratégie qui facilitait le dépistage précoce en soins premiers. Donc l'objectif d'une deuxième thèse, c'était de rassembler et de structurer ces recommandations pour avoir un outil d'aide à la décision qu'on allait déployer dans l'étude pilote pour que le médecin généraliste s'appuie dessus pour proposer le dépistage. Donc cette deuxième phase, qui a fait l'objet également d'une thèse en médecine générale, le docteur Rousseau, qui avait pour but d'identifier les recommandations applicables et acceptables en soins primaires. Donc pour ça, il y a eu 2 phases différentes. Il y a eu un consensus de médecins généralistes par une méthode Delphi, qui est une table ronde qualitative où on fait passer en fonction des scores pour savoir si la proposition est acceptable, donc avec vraiment les acteurs de terrain puisque c'était des médecins généralistes. Et on a également fait une deuxième phase avec un conseil scientifique avec des médecins spécialistes et des CRCDC. Les CRCDC, c'est les centres régionaux de coordination et de dépistage des cancers. Donc on a pu finalement obtenir la liste des pathologies qui se trouvent sur la gauche avec les examens de dépistage proposés. Et l'objectif final de ce travail de thèse était d'aboutir à ce schéma-là. Donc concrètement, en médecine générale, si un patient reçoit une femme âgée de 40 à 50 ans, il va à la page qui correspond au tableau et il a la liste des pathologies à dépister, la liste des examens de dépistage à proposer en fonction des pathologies et l'arbre décisionnel qui correspond. Donc là, une femme de 45 à 50 ans, par exemple, si on se concentre sur la BPCO, il va à page 17 pour l'arbre décisionnel et il retrouve les questionnaires HAS Gold recommandés dans cette tranche d'âge et en fonction de l'algorithme, il peut vite ou non écarter de proposer un dépistage ou de proposer un dépistage par spirométrie. À la suite de la création, une fois qu'on a réussi à obtenir cet outil qui a pris déjà quelques temps, on est arrivé dans la phase de déploiement en soins primaires.
Donc là, fin 2023, l'objectif était de recruter les investigateurs, donc de trouver 30 médecins généralistes qui acceptaient de proposer à une vingtaine de patients, de leurs patients en soins premiers, qui sont des fumeurs actifs âgés d'au moins 40 ans, de leur proposer, en fonction de l'outil d'aide qui leur avait été remis, du courrier d'invitation, de la convention de rémunération et du tutoriel de mise en place, de leur proposer de faire un dépistage. Donc la première consultation d'inclusion consistait juste à proposer les examens et de revoir le patient dans un contexte de vie réelle. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une consultation qui se rajoutait, c'est juste le patient quand il revenait pour un renouvellement au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois en fonction de l'ordonnance ou des besoins, le médecin généraliste lui reposait la question, alors finalement des examens que je vous ai prescrits de dépistage à faire, où en êtes-vous? Et donc là, le médecin généraliste notifiait juste dans son logiciel métier quel examen le patient avait fait ou non. Donc là, on en est actuellement, on a fini de recruter les médecins généralistes, les investigateurs qui ont fini de recruter les patients. On s'était fixé un seuil de 600 patients, on sera plus sur 200 patients. C'était compliqué de mobiliser les médecins généralistes et eux-mêmes, ça a été compliqué de pouvoir le proposer en médecine générale. Mais ça tombe bien parce que c'est l'objectif de l'étude de viabilité, c'est de pouvoir répondre à ces questions et quels étaient les freins et pourquoi en fait ça a été compliqué de recruter pour pouvoir après nous adapter l'intervention. Donc au niveau de l'évaluation, vous avez 3 types d'évaluations qui vont avoir lieu par le service de prévention. Une évaluation d'efficacité qui aura objectif d'évaluer l'efficacité qui va porter finalement sur la participation au dépistage, donc la proportion de patients inclus qui ont effectué un test, la proportion de patients inclus qui ont effectué, lorsqu'ils ont effectué des tests, combien ils en ont fait par rapport à ce qui était prescrit, quel type de test a été fait et réalisé le plus facilement par les patients, et la proportion, finalement, l'objectif secondaire, de patients qui auront arrêté de fumer. Donc ça sera un attaché de recherche clinique qui passera à relever les données comme c'est dans le cadre de la recherche. Le deuxième type d'évaluation, c'est finalement le cœur de l'étude pilote, c'est l'étude de viabilité. Est-ce que ce programme de dépistage est réalisable en médecine de ville ou est-ce que du coup c'est pas acceptable? Donc l'étude de viabilité, il y a quatre grandes branches, c'est de répondre aux questions. Est-ce que c'est un programme de dépistage qui est accessible? Donc comment le dépistage s'inscrit dans le parcours du patient? Est-ce qu'il y a des moments particuliers? Est-ce que c'est à n'importe quelle consultation? Est-ce qu'on profite du mois sans tabac à venir pour avoir une raison d'en parler? Donc de pouvoir répondre à cette question d'accessibilité du programme de dépistage. Est-ce que c'est utile? Donc est-ce qu'il y a un intérêt et une adhésion à la démarche? Est-ce que les professionnels, ils ont proposé le dépistage? De savoir est-ce que le programme est adapté? Comment le médecin généraliste se sont organisés pour déployer le dépistage? Est-ce qu'ils s'appuient sur une infirmière azalée ou d'autres professionnels ou est-ce qu'ils le font eux-mêmes en consultation? Et est-ce que c'est pratique? Est-ce qu'ils ont utilisé, est-ce que finalement le petit livret a été utile et les outils de la recherche ont été utiles pour déployer l'intervention? Pour ça, ça sera des entretiens qualitatifs qui vont être faits passer donc aux patients qui ont bénéficié du dépistage, aux médecins généralistes, mais également aux médecins spécialistes d'organes. Et pour finir, le troisième type d'évaluation, on va évaluer le processus. Donc, comme l'objectif, ça va être de viser à évaluer l'implémentation du programme et vraiment d'analyser le contexte de déploiement pour pouvoir après le transférer dans un autre département et dans une autre région. Donc beaucoup de questions, les résultats sont attendus à la fin du semestre. Donc je n'ai pas beaucoup d'éléments à vous apporter. En tout cas, l'objectif du programme d'EPIS, c'est vraiment d'identifier, de l'étude pilote, d'identifier et d'analyser les facteurs de viabilité et d'implémentation du dépistage en soins primaires, pour après imaginer une généralisation du programme et peut-être d'intégrer des recommandations qui sont actuellement non implémentées et validées dans le cadre français, comme par exemple le dépistage des cancers du poumon, et de regarder l'impact sur l'arrêt du tabac. Merci pour votre attention et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers le coordinateur de l'étude. On va poursuivre. Alors, toujours par la Coréade. Donc André Nguyen va nous parler maintenant d'un dispositif clé d'accompagnement à la santé sans tabac, le dispositif LAST. André, je te laisse te présenter. Ah, non, c'est pas celui-là. Il était ouvert, je pense. Hop, c'est parfait.
Bonjour à tous. Alors, donc c'est bien que c'est dans cet ordre-là, puisque ça permet de moins développer un petit peu. Vous avez vu qu'à la Coréade, pas forcément en Coréade, mais dans nos projets, quand même, on se pose beaucoup de questions. L'idée de se poser des questions, c'est pas se poser pour des questions, hein, mais c'est vraiment l'objectif que nos projets soient viables, tout simplement, et puis que ça puisse, viable, se développer et pérenniser sur le long terme. Donc c'est important, puisqu'on sait tous qu'on a, tout le monde a des bonnes idées, tout le monde il y a plein de bonnes idées qui fonctionnent sur des territoires donnés, mais on voit tout de suite après que si on le déplace ailleurs ou que ça a été repris ou déplacé, ça ne marche plus. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'éviter, et c'est vrai que aussi pour les pouvoirs publics, c'est vrai que c'est important aussi d'investir dans, on va dire, dans des projets qui sont construits et au moins, entre guillemets, même si on se plante, entre guillemets, l'idée d'être évalué, ça permet quand même d'avoir plein de billes pour pouvoir après expérimenter ou développer d'autres projets, que ça serve pour d'autres projets. Voilà, autant que ça serve. Donc LAST, alors petit mot sémantique, l'aide d'accompagnement à la santé sans tabac. Ce n'est pas les LSST que vous connaissez peut-être, les lieux à santé sans tabac portés par le RESPAD, qui ciblent plutôt les institutions, ou plutôt on va dire les établissements de santé. Ils portent aussi les écoles sans tabac, depuis, peut-être vous connaissez ça, mais ils sont en train de se développer ces écoles sans tabac aussi, qui est encore autre chose qui cible aussi les écoles. Ce n'est pas non plus l'université sans tabac portée par le HESP, que vous ne connaissez peut-être pas, mais ils sont en train de se développer aussi, c'est la même chose sur l'université. Ce n'est pas non plus les espaces sans tabac portés par la Ligue contre le cancer, peut-être que vous connaissez aussi, qui eux par contre ciblent plus, on va dire vraiment, c'est plutôt avec les collectivités et les agglomérations pour qu'il y ait des lieux où on ne fume pas. Nous, c'est les lieux d'accompagnement à la santé sans tabac. Les LAS qui ciblent plutôt, pas plutôt, ça cible surtout les soins primaires. Voilà, donc on a vraiment une cible bien spécifique dessus. Donc LAST, avec le jeu de mots forcément, dernière, comme vous l'avez vu. Donc on l'a vu un petit peu avant aussi, donc ça peut même passer un peu plus rapidement, mais c'est vrai qu'il y a des constats. Alors le premier constat, c'est que la plupart des fumeurs font la tentative seuls. Plus de 90% des personnes arrêtent seules, ça c'est un constat. Et quand je dis seul, même il y a 2 études, c'est marqué, c'est même à la dure, c'est-à-dire sans aide, d'accord, comme ils disent avec la seule volonté qu'ils ont à fond, et forcément corrélé avec beaucoup de rechutes, d'accord, des reconsommations. Et on voit bien, vous le savez, que le système motivationnel, il est instable, d'accord, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments ils veulent arrêter, d'autres non. Et ça, c'est quand même actuellement encore un peu la norme, d'accord. Ça, c'est le premier constat. Enfin, ça va quand même mieux, maintenant avec le mois sans tabac, ça commence à changer, mais ça, quand on a commencé le projet en 2016, vous voyez, on a quelques temps un petit peu. Le deuxième constat, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui montrent, en effet, alors là on en a pris une, c'est accompagner, on a des fois plus de chances d'arrêter, mais il y a beaucoup d'études qui montrent qu'accompagner un fumeur a beaucoup plus de chances d'arrêter durablement sa consommation. Alors, 2 études ont montré en fait que le fait d'être accompagné aussi facilite la reprise de l'arrêt, mais surtout diminue le nombre de rechutes. C'est ça qui est important. Là où il faut peut-être 5, 6, 7 fois pour arrêter, voire 10 fois, le fait d'être accompagné diminue le nombre de rechutes. Donc, entre les deux, quel est le fil rouge? Vu que d'un côté, il y a des gens tout seuls qui s'arrêtent et il faut être clair, ne vont pas avoir de professionnels. Alors, quand je dis professionnel, c'est le tabacologue, d'accord. Pour les gens qui arrêtent de fumer, ce n'est pas le premier réflexe. Ce n'est pas le 2, 3, 4, 5, 6e réflexe non plus, c'est vraiment à la fin, d'accord, qu'on est vraiment en difficulté. Et on voit par contre qu'il y a des zones de fluctuation. C'est-à-dire qu'il y a quand même des motivations, des moments dans le parcours du fumeur pendant lequel il souhaite arrêter. Et donc les personnes les plus pertinentes, c'est les personnes qui côtoient le plus souvent. D'accord, donc c'est les professionnels de proximité, les professionnels de soins premiers, qui peuvent à la fois agir d'un point de vue humain, puisqu'ils les connaissent bien, d'accord, territoire et géographique, puisqu'ils les côtoient souvent, d'accord, que ce soit le médecin, l'infirmier, le pharmacien, la sage-femme, etc. C'est des professionnels sur lesquels ils ont déjà souvent la confiance, très important aussi, du patient. Et donc impliqué, on le sait aussi, des études ont montré que plus on aborde le sujet, d'accord, plus il y a de tentatives et meilleur est le suivi. Donc voilà, on était parti là-dessus, c'est un peu général. En gros, je vous fais simple, hein, il faut que les professionnels de santé, tous, abordent plus le tabac. Et quand je dis aborde, on verra après. Alors, il y a 3 autres constats qu'on a utilisés. L'objectif, c'est quoi? Le premier, c'était de mobiliser les soins premiers. D'accord? Donc on a, l'idée c'est d'aller vers, alors nous on a de la chance à la Coréade, on a ce qu'on appelle des délégués de santé prévention, qui sont l'équivalent, on va dire,
pour les visiteurs médicaux, qui vont au-delà, au plus près des professionnels, pour à la fois les questionner et nous faire remonter les besoins. Ça, c'est un gros outil qui est vraiment très bien. On en a 5 sur la Nouvelle-Aquitaine. Et on travaille en partenariat avec ces professionnels-là. La deuxième, ça va être aussi d'accroître les compétences professionnelles avec une idée, on va parler après des 5 A. L'objectif, ce n'est pas d'homogénéiser forcément les pratiques. D'accord ? Quand je dis, c'est que tout le monde doit faire la même chose. L'objectif, c'est de partir de ce que font les gens, de ce qu'ils souhaitent, et de monter en compétences en fonction de ce qu'eux souhaitent. On va voir après, on est parti sur ce qu'on appelle les 5 A, peut-être que vous connaissez. C'est une graduation de 5 étapes qui est reconnue au niveau international. On s'est basé dessus pour monter le projet. Le premier, c'est poser la question. D'accord ? Alors, je ne voudrais pas en anglais les ask, etc. Mais vous regarderez sur Internet 5A. Donc, il y a poser la question. Il y a poser la question. Il y a conseiller. D'accord ? Il y a évaluer. D'accord ? Ça, plus souvent, la plupart des sons. Il y a aider. D'accord ? Et après, il y a formaliser et suivre sur la durée. D'accord ? Et la plupart des professionnels, on verra dans l'étude, en fait, on les a positionnés sur les 5. En fonction des professionnels, il y en a qui font que aborder, il y en a qui font un peu plus, qui font peut-être conseiller, il y en a qui orientent, il y en a qui prennent en charge et suivi. Et donc l'idée, nous, c'était de faire monter ces personnes-là, qui étaient une personne qui, on va dire, 1A ou 2A, bah, si vous montez 3A, eh ben, ils prennent juste les connaissances qu'il faut pour monter. Par contre, on n'essaie pas de faire des spécialistes. Ce n'est pas l'objectif de faire des spécialistes, il y a des spécialistes. C'est que chaque personne en soins primaires puisse déjà mieux prendre en charge ses propres patients et monter en fonction de ses compétences. Vous allez voir dans les outils, ça demande par contre d'adapter des outils à chaque compétence, d'accord, et de pouvoir donner des réponses en fonction des besoins. La troisième, donc c'était outillé, deuxième, et la troisième, favoriser la demande d'aide auprès du tabac. D'un point général, les études en addicto montrent la même chose, c'est que le principal frein pour la prise en charge ou pour aborder tout simplement en addiction, et notamment le tabac, c'est la non-demande des patients. Puisqu'en soins primaires, la différence avec les spécialistes, c'est qu'un spécialiste, quand il y a une personne en face, ils savent de quoi parler. Voilà. Ce qui est compliqué en soins primaires, c'est que, c'est la grande question conforme, hein, c'est comment aborder la question du tabac alors que la personne n'est pas venue pour ça. C'est ça en fait l'enjeu. Et c'est ça la spécificité en fait du soin premier par rapport aux autres. Et la spécificité aussi du positionnement, des questions, etc. C'est pas facile. Hein. Voilà, et c'est pour ça que c'est d'autres thématiques, parce que le plus compliqué, il va falloir aller vers, d'accord, et trouver une ouverture. Voilà. Donc la méthode, on va revenir dessus. On va visiter les professionnels, d'accord, notamment les maisons de santé pluridisciplinaires. On a des outils de formation. Alors l'avantage, c'est vrai qu'à la Corée, on a de la chance aussi, puisque dans notre équipe, on a plein de profils variés. D'accord, autant des professionnels de santé, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent de la santé publique, master de santé publique, très intéressant pour nos évaluations. D'accord, on a aussi des DSP, des délégués de santé prévention, qui vont au terrain, et on a aussi de la communication, une équipe de com aussi, puisque la communication, on le voit, c'est un vrai métier. D'accord, par exemple, c'est un détail, hein, mais aller sur les réseaux sociaux, c'est pas poster que des posts sur les réseaux sociaux. C'est pas de la com, d'accord. C'est une vraie, c'est que ça se pense, ça cible un public, très inspiré du marketing, d'accord. Donc c'est très intéressant. Il y a vraiment une approche scientifique et ciblée, très important. Je vois bien le marketing social, l'évaluation. Vous avez vu, on a beaucoup d'évaluations. Ça permet quand même vraiment, en gros, d'essayer de ne pas se planter. Ou si on se plante, au moins on sait pourquoi on s'est planté. Et puis après, on a aussi un site internet, ouais, et avec l'objectif aussi d'adhérer et de faire aussi une communauté LAST. Alors, ça c'est juste pour vous dire, vous voyez, en fait, ça a mis du temps. On est depuis, vous voyez, alors même ça commence en 2016, mais depuis 2018, 2019, en fait, petit à petit, vous avez vu des pistes, en fait, on avance petit pas par petit pas, avec, comme on l'a vu tout à l'heure, d'abord une étude pilote, avec plein de questions, d'accord, notamment les questions, est-ce que c'est accepté, est-ce que c'est implémentable, c'est-à-dire est-ce que les professionnels de santé vont pouvoir se l'approprier, est-ce que les patients vont pouvoir se l'approprier, d'accord, répondre. Donc tout ça, on a plein de questions. Donc on a fait une première étude pilote sur le bassin d'Arcachon qui était plutôt positive. Alors on a eu un petit souci entre 2020 et 2022, mais vous savez tous que vous avez tous été traumatisés par la Covid, c'est que ouais, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, mais n'empêche, on a quand même des résultats intéressants. Après, on a testé sur 64. Et on a vu aussi, on a rectifié, notamment au niveau des outils, vous allez voir, on a rectifié des outils. Et après, en 2022,
On a pérennisé sur d'autres territoires, donc sur l'ancien Limousin et la Dordogne. Et là, depuis 2023, on est sur toute la Nouvelle-Aquitaine avec actuellement un guide d'implémentation. D'accord, l'idée, c'est de voir des sources en fait, pour comment, enfin les billes pour pouvoir aussi, on va le voir, transférer sur d'autres régions, puisqu'il y a aussi des demandes. Ça, je passe vite, ce que vous l'avez vu, hein, vous voyez des déploiements, on se pose des questions. L'implémentation, c'est voilà, est-ce que ça peut être intégré dans les pratiques? Ce qui est intéressant, c'est l'organisationnel. Vous voyez, en fait, alors là, cette particularité, en fait, d'avoir basé, enfin, la question, est-ce que c'est efficace? On s'est basé sur des projets efficaces, les 5K et d'autres projets, le RPIB, etc., les formations, qui ont montré leur efficacité. Donc, en principe, déjà, si on part de choses qui ont été déjà montrées efficaces, on n'a pas, entre guillemets, à montrer une efficacité à la fin. Par contre, on a montré une organisation. Est-ce que l'organisation, les interactions, etc., sont efficaces ou pas? Donc, c'est tous des enjeux d'efficacité organisationnelle de l'équipe et de la viabilité sur le coût à long terme. Donc, je passe sur les processus aussi. D'un plus général, là, on est en train, sur la fin de guide d'implémentation, avec en gros un résumé de toutes nos différentes années concentrées dans un document. Pour communiquer, on a des outils. On a commencé par des outils. Les outils, forcément, on s'est posé, en fait, on leur demandait aux gens, tout simplement, qu'est-ce que vous avez besoin comme outil. Pour rappel aussi, pour le tabac, petite particularité, c'est qu'au niveau des prescripteurs, pendant longtemps, c'était le médecin généraliste. Voilà, maintenant, c'est ouvert. Donc, il y a les infirmiers, il y a les sages-femmes. Enfin, les sages-femmes, ils avaient déjà avant, mais ils ont l'ouverture. Il y a les kinés, il y a les dentistes, d'accord, il y a la médecine du travail. Et autant les médecins généralistes ont un peu l'habitude, autant tous les autres professionnels, ils partaient un peu de zéro. Donc aussi, le projet LAST est là aussi pour accompagner ces professionnels-là. Et ce qui était intéressant au niveau des maisons de santé pluridisciplinaires, c'était aussi de les faire rencontrer et travailler ensemble sur cette thématique-là. Puisque bien qu'on l'entend, et encore une fois, c'est partie des remontées, des difficultés, c'est pas indemnisé. D'accord, enfin, là, quand je dis pas indemnisé, c'est qu'il n'y a pas de consultation spécifique, par exemple, pour les infirmiers. D'accord, il y a quand même des échanges possibles, et surtout une première prescription qui est possible, un suivi, d'accord, mais tout simplement mieux comprendre la difficulté de la pathologie addictive d'arrêter. On est parti du principe que c'est gratuit. Tout gratuit. D'accord. Alors, il existe d'autres expérimentations, notamment à l'Est ou à l'île de la Réunion, dans laquelle il y a des professionnels, infirmiers notamment, ou kinés, qui sont payés pour leur consultation. D'accord. C'est un choix. Le souci, c'est que quand on demande à quelqu'un, par exemple un infirmier, de payer dans le cadre, il y a aussi derrière des attentes, donc il y a beaucoup de papiers à faire derrière, d'accord, de suivi d'évaluation pour nos financeurs, ce qui est normal. Nous, on est passé de l'inverse. On s'est dit, on fait quelque chose de léger. L'objectif, c'est de motiver le maximum de professionnels d'intégrer LAST et de s'impliquer dans la tabac. Et derrière, par contre, on leur demande rien. Par contre, juste de participer, d'avoir des retours, etc., mais rien. D'accord, mais ce n'est pas payé. C'est un autre choix. C'est un choix stratégique. Les formations, on a des outils, des formations, on a plein de formations, plein de formats différents. Pourquoi? Parce qu'en médecine de ville, avec les nouveaux emplois du temps, vous ne pouvez pas faire, alors peut-être ceux qui ont connu il y a 20 ans une soirée de formation, on va dire ils étaient pleins, il y a plein de gens, là maintenant vous savez que ça n'existe plus, d'accord? Alors non, si, ça existe, mais c'est quand même très motivé. Voilà, il y en a. Il y a plein, déjà, il faut trouver du financement parce qu'avant il y avait l'industrie. Voilà. Mais quand bien même, enfin, alors non, c'est faux ce que je dis. En fait, on a développé plein de schémas différents le soir, entre 18 et 19, entre 1h et 2, des après-midi, des matins, en ligne, et on se rend compte en fait que tout marche un petit peu et surtout ça cible pas le même public. D'accord. C'est ça qui est important. C'est pour ça que maintenant, je pense qu'on a aussi les réseaux sociaux, d'accord, on fait de la formation. En fait, on est obligé de s'adapter puisque les pratiques ont changé et les pratiques de formation, d'information, de sensibilisation des professionnels de santé a changé. D'accord. Il n'y a plus un seul tuyau. Il y en a plein. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses différentes entre 1h et 2. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des tendances, quand même, le entre 1h et 2 pour le médecine générale, ça marche plutôt bien. Voilà. Et des formats courts, 1h, 1h30, quitte à faire 4-5 thématiques. Dans tous les cas, vous voyez, il faut des choses qui soient simples, pratiques, d'accord. On parlait tout à l'heure des questionnaires ORT, etc., les POMI. C'est vrai que en tabac, nous, on part du principe très simple. Posez juste la question déjà, d'accord. On part de faire un champ mini et encore juste poser est-ce que vous fumez déjà et combien, c'est déjà beaucoup, d'accord.
Alors là, pour l'instant, c'est actuellement. Là, en 2020, on est à 9. L'objectif, nous, c'est 1000 LAST, déjà. C'était notre objectif qu'on va sûrement atteindre avant la fin de l'année. On en a 900, avec des profils très différents, beaucoup d'IDE. Des médecins aussi, ça c'est par ordre. On a beaucoup d'IDE, beaucoup de médecins, des pharmaciens, des sages-femmes, masseurs kinés, avec une approche forcément transversale. Et donc, dans ce qu'on propose comme formation, il faut aussi que ça corresponde à tout le monde. Là, récemment, là, cette année, on tourne beaucoup sur aussi addiction et diététique et nutrition, parce que ça faisait partie, enfin, pour tabac, diététique et nutrition, puisque ça fait partie aussi des demandes. On a beaucoup de thèses et d'études en fait dessus, comme vous l'avez vu avec Clément. Voilà, on prend quand même le temps d'avancer. Et actuellement, alors, les deux interrogations, à l'origine, l'AST, lieu d'accompagnement à la santé sans tabac, c'était avant tout d'avoir une organisation, une graduation des soins, entre le soin premier et le soin secondaire. D'accord ? On est parti sur le tabac pour deux raisons. Un, parce qu'il y avait du financement. Voilà. Et deux, parce que les études qu'on avait faites, le tabac paraît moins compliqué à prendre en charge que l'alcool ou les opioïdes dans l'organisation. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, dans l'organisation, c'était comme ça. Et surtout, ça me permettait de sensibiliser sur la thématique de l'addiction, d'accord, sur les prises en charge, sur les accompagnements, etc. Donc on est parti de ce biais-là, et donc la question, une fois que le lien sera fait, alors sachant que nous, le problème du lien secondaire, c'est que les structures spécialisées en tabaco, c'est pas forcément les liens, il reste encore des tabacologues rattachés à la pneumologie, pas forcément en psychiatrie, ou pas forcément à un autre service, vous voyez. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a quand même des liens intéressants avec l'Exapa, et puis les situations un peu complexes de tabac, parce qu'il y a des polyconsommateurs de tabac. Donc on a des liens, et donc la question c'est, ouverture aux addictions, est-ce qu'on ne passerait pas aussi, vu qu'on a une organisation, une structure, c'est ça qui a été évalué, c'est pas l'efficacité sur le tabac, c'est la structuration, la communication, la formation, tout ça en un. Oui, parce qu'en fait, vous allez dire bon, c'est pas forcément innovant de former professionnels, de motiver le soin premier, de faire de la communication. Là, ce qui est intéressant, c'est de mettre tout en un. D'accord ? Et ça a été aussi l'ARS, on remercie aussi de nous faire confiance que tout ça, ça demande des moyens. Vous voyez, en fait. Et c'est juste ça. Et peut-être sur d'autres territoires, puisque là, on est en train avec d'autres régions qui nous sollicitent, puisque c'est vrai que des projets de soins premiers évalués en tabac, en France, il n'y en a pas beaucoup. Alors, vous avez vu aussi que, bon, sur la carte de France, bon, on n'a pas vu, mais il y en a quand même beaucoup aussi hors en France aussi. On ne les compte pas, mais si vous voulez, au contraire, vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez. N'hésitez pas, c'est gratuit, et puis il y a tout le contenu. Et je vous laisse avec, bon, pareil, si vous voulez, ça c'est toutes les thèses qui ont été faites derrière. Merci de votre attention, je regarde aussi. Merci beaucoup à tous. Je vais peut-être inviter les différents intervenants à rejoindre la table. Peut-être, oui, c'est peut-être, voilà. Vous allez, on va se débrouiller. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et puis Nicolas, voilà. Donc, on va essayer de... Je pense que c'est bon. C'est bon. Bien, donc ça va nous permettre peut-être d'être un mode plus interactif avec vous. Et suite aux interventions, est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle? Est-ce qu'il y a déjà des questions qui émergent? Oui. Moi, j'ai une question du coup sur Bonjour. Je suis médecin addictologue en Rhône-Alpes, à Grenoble et à Albertville. Et du coup, j'avais une question sur les microstructures, parce que du coup, il n'y en a pas en Rhône-Alpes, enfin à ma connaissance, peut-être que je ne les connais pas. Et je me demandais du coup par qui était financé le psychiatre, parce que vous avez présenté à un moment que c'était le psychologue ou le travailleur social du XAPA. Mais ça sous-entend aussi qu'il y a assez de monde déjà en XAPA. Mais si c'est assez de budget pour les XAPA. Mais si c'est... comment on crée une microstructure, en fait, si, en dehors d'un XAPA? Parce que s'il n'y a pas de XAPA dans le coin, et notamment, moi j'habite dans le Grésivaudan, du coup je travaille à une demi-heure à Grenoble, à une demi-heure à Albertville, mais là où j'habite, il n'y a pas de XAPA. Et du coup, je me demandais comment se mettre en place et comment sont financées les microstructures.
Alors oui, à ce jour, il n'y a pas de microstructure en région Auvergne-Rhône-Alpes. Parce qu'on est aussi dans le cadre expérimental. C'est quelque chose qui pourrait se développer. Les microstructures médicales, alors il y a plusieurs aspects, plusieurs réponses. Dans le cadre de l'expérimentation, elles sont financées par un forfait annuel par patient. Et donc l'intervention du psychologue, du psychiatre et du travailleur social sont financées dans le cadre de ce forfait. Ensuite, pour le médecin traitant, c'est le système conventionnel classique. Et oui, il y a quand même les RCP, la consultation d'orientation pour le médecin généraliste qui est financé effectivement. Donc il y a ce forfait. C'est-à-dire un budget par patient de temps pour qu'il aille voir les différents professionnels. Voilà. Pour les microstructures addiction, pour être précise, il est de 806 € par patient par an. Alors on pourrait rentrer dans le détail du découpage, hein, mais... Et pour les microstructures santé mentale, il est de 829 € annuel par patient. Ensuite, alors pour ce qui est de, alors pour les microstructures santé addiction, effectivement, ce sont les XAPA qui mettent à disposition un travailleur social et un psychologue qui interviennent dans la microstructure. Mais il y a aussi des psychologues et des travailleurs sociaux, alors libéraux, qui peuvent intervenir notamment dans les microstructures santé mentale. Sur les dernières qui ont démarré en Occitanie, et Addicto aussi, oui. Sur les dernières qui ont démarré en Occitanie, il y a des psychologues libéraux et il y a aussi des travailleurs sociaux libéraux. Est-ce que vous voulez compléter ? Oui, pour le psychologue. Oui, par rapport aux psychiatres, le travail est ouvert aussi bien aux hospitaliers qu'aux libéraux, sachant que le temps d'intervention prévu était de 2 heures par mois, plus le temps de synthèse. Ça, c'était dans le cadre de l'expérimentation pour essayer de démarrer aussi quelque chose. Pour un nombre de patients qui variait entre 10 à 20 patients en général prévus dans le cadre de l'expérimentation. La question, je trouvais très intéressante, parce qu'en fait, elle pose la question du modèle économique des microstructures. Sur quel modèle on va s'appuyer dans une optique un peu d'évaluation, de transférabilité et d'extension sur le territoire. Après, quelle égalité? C'est-à-dire, on est dans une phase de dispositifs expérimentaux, où effectivement, il y a des choses qui naissent, qui sont évaluées, qui prennent de l'importance sur le terrain, mais après, en quoi c'est transférable? Est-ce que ça le sera partout? Je sais que les départements, c'est pareil, en Nouvelle-Aquitaine, plus ou moins bien dotés, il y a des différences qui vont faire que... Est-ce que dans l'évaluation du dispositif des microstructures, c'est quelque chose qui est abordé avec vous Oui, en tout cas en Occitanie, il y a 30 microstructures et il y en a dans des lieux vraiment... elles ne sont pas 30 à Toulouse, hein, au contraire, elles sont très disséminées. Et il y en a dans tous les départements, donc dans le Lot, dans l'Aveyron, dans l'Ariège. Voilà, c'est des lieux qui n'ont pas non plus beaucoup de structures. Voilà, il y a une possibilité d'avoir... Il y a aussi des carudes qui peuvent porter aussi des microstructures. Donc ça a une autre possibilité. Et après, quant au modèle de financement, là c'est au forfait. Nous, c'était le XAPA qui touche le forfait et qui font la répartition après. Et nous, on avait une psychologue libérale au début. Puis après, après elle est partie, elle a changé de lieu d'exercice. Donc on a eu la psychologue du XAPA. Mais donc le XAPA a une rémunération qui fait qu'il peut mettre du personnel et embaucher plus de personnel en fonction. Après, le modèle économique, c'est justement tout l'enjeu de la réflexion maintenant. Si en décembre, le comité technique dit OK, enfin je parle un peu à la place de CNRS, pardon, mais je m'en excuse, mais si le comité technique dit OK pour la pérennisation, justement il va falloir travailler à quel est le modèle économique et comment ça se passe, parce qu'il faut en effet un modèle qui soit facilement en effet faisable et qui contente tout le monde, tous les professionnels, pour que le succès du dispositif actuel soit toujours un succès quand c'est pérennisé. Ah bah oui, pardon, ça sera mieux. Et 2 demi-journées par semaine, je vais au CARUD. C'est moi qui me déplace. C'est pas, donc du coup, je vais dans une structure où il y a, pour les patients du CARUD, le psychologue, l'assistant social. Mais pour mes patients à moi, effectivement, je suis un peu en panne parfois. Et oui, c'est pas la même. Effectivement, ça reste... mais c'est parce qu'ils en manquaient, quoi. Donc du coup, je suis allée, moi, de mon côté, en tant que généraliste, dans le... Enfin, il y a tout. À Nice, on n'a pas de microstructure pour l'instant non plus. Et les microstructures répondent aux besoins de gens qui ne vont pas dans les autres structures de soins. Ouais, Quelles qu'elles soient, addicto ou psychiatrie ou autres, ils ne vont pas là-bas. C'est-à-dire que ça permet de voir des gens
qui sont alors soit trop bien insérés pour fréquenter des lieux comme ça, tu vois, là, soit Carrefour, complètement désinsérés qui ne vont même plus Ouais. dans des lieux comme ça. On touche souvent des gens qui sont complètement dans Oui, des je comprends. extrêmes. Mais moi, au Finalement. Carus, ça touchait quand même une population qui n'était pas très brillante. Et en fait, depuis que j'y suis, il y a beaucoup de personnes qui sont des notaires ou des chemsexeurs qui viennent parce que je suis là, justement, et que donc j'ai mon bureau. Ouais. Et donc, même s'ils croisent d'autres personnes, ils viennent quand même. Donc, finalement, ça se fait aussi dans les deux sens, je pense. C'est pas juste... c'est l'offre et la demande, je pense. C'est pas, à mon avis, c'est pas obligé qu'il y ait une microstructure. Moi, j'ai peu de patients au cabinet qui me disent je veux pas aller là parce qu'il y a d'autres personnes, quoi. Je leur en parle parfois, mais non. En plus, maintenant, il y a la loi aussi qui fait qu'il y a 8 séances de psycho qui sont prises en charge. Donc, le frein financier, c'est renouvelable. Hein. Si le psychologue est conventionné, il y a 8 séances de psychothérapie qui sont prises en charge en libéral. Alors, il y a très peu de psychologues quand même. Nous, à Nice, on en a beaucoup. Ah oui, on en nous, a c'est quand même beaucoup. très difficile de Ah trouver ouais, des mais c'est psychologues. pour ça dépend un peu ça des dépend endroits, je pense. en effet, des ressources Parce du que moi, j'en vois territoire. beaucoup de... Mais après, J'ai il y plus a- de mal pour la dictologie, pour les centres antidouleurs, ça oui. Mais par rapport aux psychologues et aux travailleurs sociaux, ça va quand même. Ce qu'on voit dans Du les fait du enquêtes et dans cabinet les évaluations, c'est qu'il y a quand même beaucoup de patients pour lesquels la microstructure, c'est un premier accueil en soins et qui n'ont pas fait la démarche d'aller en XAPA, en CARUD, en service hospitalier, alors que la problématique addictive, elle dure depuis plusieurs années. Mais Donc, il y a aussi les tous ces deux, tu vois. patients-là. Moi, je pense aussi qu'au cabinet, je pense que c'est bien, les gens, ils aiment bien être libres aussi. Déjà, je trouve que le truc enfin ça c'est personnel, hein, mais le truc du médecin traitant, ça enferme un peu les gens dans leur démarche de soins. Ils me disent, vous croyez que je peux aller voir un tel pour de l'acupuncture ou quoi? Je dis, mais oui. Je vous fais un papier, puis voilà. Et je veux dire, je trouve qu'on est de plus en plus dans la fermeture. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans les microstructures, je trouve que c'est super, hein, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est ce côté tout en un, quoi. Je veux dire, c'est sûr que c'est pratique, c'est gratuit, c'est tout ce que tu veux, mais c'est vachement enfermant. Moi, j'aurais plus de gens, parfois, ils me demandent un psychologue ou quelqu'un, je leur donne des noms, ils me disent, oh, mais non, mais on va voir nous-mêmes, quoi. Je sais que les gens, ils aiment bien être libres aussi. Et j'ai un peu peur que ça enferme un peu, ça. Il faut avoir la C'est ma capacité, crainte. Hein. il faut avoir la capacité propre d'être libre aussi. Enfin, je pense qu'il y a différents profils il y a de différents patients. trucs, ouais. Et voilà, mais le risque, c'est un peu de tomber dans cette facilité. J'ai l'impression aussi d'être tout sur place, un peu comme les grandes surfaces, par rapport à la petite épicerie où tu vas à l'épicerie, tu vas à la boulangerie, tu traverses la rue, tu rencontres du monde. Et là, il y a tout sur place, mais tout à la fois. c'est n'avoir rien Moi, ça me ou fait un avoir peu une peur. microstructure, en fait. Ouais, C'est je le sais, débat n'est pas forcément le même. mais tu vois, je vais un peu à l'inverse. Voilà. Non. Oui, voilà. Non. Le truc, ça existe, c'est très bien, je pense. Mais je pense qu'il ne faut pas que de ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Et ma deuxième question, c'était si jamais ça ne se prolonge pas en 2024, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, pardon, je préside la CNRMES, donc voilà. Donc, on est associé aux négociations pour la suite, donc il va y avoir les indicateurs sont au vert par rapport au rapport final et donc à la généralisation. Donc on est plutôt optimiste pour l'idée de la pérennisation et de la généralisation du modèle. Ça sera confirmé le 11 décembre, on l'espère, voilà, par le Conseil stratégique. Et il va y avoir une période temporaire d'un an au moins, voire de 18 mois, pour qu'on puisse poser clairement ce que vous évoquiez, quel modèle économique va être retenu, quel référentiel, parce qu'il va falloir rebâtir un référentiel, mais on aura encore du temps pour bâtir tout ça. Le type de modèle économique qui va être retenu n'est pas encore déterminé. Ça sera certainement un financement au forfait, mais peut-être pas que. Donc voilà, tout ça est encore au travail, mais je pense qu'on va vraiment vers une généralisation, vers une pérennisation et une modélisation, un déploiement dans les régions qui ne sont pas encore dotées de microstructures. À quelle échéance, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont développer tout de suite? Est-ce qu'ils vont pérenniser tout de suite sur l'ensemble des territoires, des régions où il n'y a pas de microstructure? Tout ça reste à construire. Voilà. Mais en tout cas, la généralisation est en bonne voie. Et sur les Alpes-Maritimes, il y a 2 microstructures, mais dans les petits villages, dans l'arrière-pays niçois, où il y a vraiment des besoins, parce qu'il n'y a rien en addicto. C'est ce que disait Julie. Mais je comprends que sur Nice, il n'y a peut-être pas des besoins, parce que les structures spécialisées sont là. Mais dans d'autres, vous comprenez? Voilà. Ah non, mais le reste du dispositif, le reste du dispositif existe. Pas dans tous les cabinets. Ben oui, les dispositifs spécialisés sont là. C'est pas l'un
contre l'autre, si vous voulez. Franchement, le cabinet médical, moi, ça fait 35 ans, je trouvais ça super. Enfin, j'étais à la campagne pourtant. J'étais seule, mais je trouvais ça bien. Alors, Tant mieux. Oui, Tant un mieux, il y a cabinet, différents cabinet médical peut être le lieu de support d'une Oui, c'est pas un supermarché. Ah non, mais ça, c'est partout qu'il n'y a plus de remplaçants en maison de santé Oui, aussi. oui. Mais en tout cas, les jeunes générations ont quand même envie de travailler en groupe, en équipe. Ah, Et ça, oui. c'est ce qui ressort de beaucoup de travaux de thèse. Et voilà, mais il y en a qui s'installent aussi tout seuls. Enfin, tout le monde n'est pas sur un seul modèle. Oui, tout à fait. Peut-être que, oui, on va peut-être poursuivre. Vous avez peut-être d'autres... Justement, ça dépend d'un médecin généraliste. Est-ce que les microstructures en question, elles acceptent justement les patients qui auraient d'autres médecins pour venir, ou bien du coup le médecin généraliste il garde ses patients et ça bénéficie qu'à ses patients entre guillemets? Alors ça dépend des endroits. Nous, moi je suis la capacité d'addicto, donc je recevais aussi des patients d'autres médecins, donc ça s'est fait spontanément que je reçois des patients d'autres de mes confrères et je les adresse vers je les suis dans la microstructure aussi. Donc, donc c'est variable un peu en fonction des médecins et de leur crainte par rapport à l'engorgement de leur patientèle, mais ça peut tout à fait se faire. C'est destiné prioritairement à la patientèle du médecin. Mais ça n'empêche qu'il y a de la place. Et aussi en termes d'accueil possible, et suivi aussi pour le psychologue et le travailleur social, à condition que le médecin soit d'accord, parce qu'il s'agit quand même effectivement d'éviter l'engorgement, vous pouvez effectivement suivre d'autres patients. Mais c'est vrai, et encore une fois, le médecin ne va le proposer qu'à certains de ses patients. Et le patient entre et il sort quand il veut de ce dispositif. C'est extrêmement souple. Il n'a aucune raison à donner. S'il a envie de couper du jour au lendemain ce suivi-là, de dire bon, basta, maintenant terminé, je souhaite rester simplement dans un suivi plus classique, c'est possible. C'est-à-dire, il n'est pas prisonnier. Enfin, je crois qu'il faut. Il n'est pas prisonnier du tout. Le médecin lui propose. Il n'y a aucune obligation. Il dit oui ou non. Et à partir du moment où il dit oui, il peut interrompre son suivi à n'importe quel moment. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu souple et qu'on va, j'espère, garder dans cette philosophie-là, si vous voulez. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas proposé forcément à tous les patients. C'est-à-dire que les patients que vous évoquez qui iront sans difficulté voir d'autres personnes, la microstructure ne leur sera pas proposée. C'est vraiment tous ces gens dont on sent qu'ils sont en difficulté, sans pouvoir aller ailleurs, là oui, il y a un vrai bénéfice de la microstructure. Et les patients l'expriment comme ça. On propose une prise en charge pluriprofessionnelle à certains patients quand elle se justifie. Oui, c'est ça. Peut-être pour continuer. Oui, une autre question. Nous, en SAPA, on touche très peu les femmes. Là, c'est très intéressant. Notre proportion importante de femmes. C'est une porte d'entrée. En général, elles sont sur un soin primaire parce qu'elles ont des enfants. Sachant que le premier produit à l'origine de leur demande, c'est l'alcool. On est d'accord. On a du mal à les avoir. Ils ont suivi alcool, enfin, ils ont plus de mal à s'adresser aux dispositifs de soins parce que Exactement. Ça fait là, on les a. Et du coup, ça veut dire que le travail de prévention, même une grossesse par exemple, en termes de prévention, des trucs de l'alcoolisation fœtale, Je vois aussi, moi, que chez les soignants, j'ai beaucoup de soignants qui veulent pas aller en SAPA parce qu'ils croisent leurs patients. Là, Oui, ça peut se voir aussi, le travail d'un microstructure peut se voir aussi dans le territoire de la CPTS pour avoir le travail avec les autres médecins, les sages-femmes. Voilà, il peut y avoir des liens qui sont faits aussi dans le territoire de la CPTS pour une prévention. D'accord, donc on a parlé de cette prise en charge pluriprofessionnelle en premier recours. Peut-être une autre question à aborder, André t'en a parlé aussi un petit peu, c'est le recours aux spécialistes aussi. Comment on se fait lorsque ça devient plus complexe, dans le cas des polyaddictions, des pathologies duelles ou autres, comment les microstructures travaillent avec un niveau spécialisé d'addictologie ou des dispositifs LAST aussi. Je vous laisse répondre peut-être tous les deux.
le Alors, recours aux je n'avais pas connaissance spécialistes. du dispositif LAST avant, mais je pense que maintenant c'est fait, la chose est réparée. Et donc, André on aura répondra connaissance. pour l'AST, mais peut-être pour les Mais microstructures. pour les microstructures, c'est vrai qu'il y a un lien privilégié avec le XAPA avec lequel elles sont conventionnées. Donc elles peuvent avoir le soutien de l'équipe du XAPA, voire envoyer certains patients vers le XAPA, en effet, dans des cas de polyconsommation ou d'initiation de méthadone, enfin voilà, où il y a un besoin. Et après, voilà, les liens se font comme... Mais les microstructures sont armées pour répondre aux situations complexes. Voilà, répondre aux situations Et il y a complexes. même des situations de patients qui sont pris en charge dans l'EXAPA qui deviennent compliquées, voire indésirables dans l'EXAPA, qui sont orientés vers les microstructures pour des suites de soins. Donc ça prouve bien que c'est vraiment une réponse aussi aux situations complexes. Et ce n'est pas un processus, un niveau de réorientation. Les gens sont suivis vraiment au sein de la microstructure pour éviter cette réorientation. Ce n'est pas un travail d'orientation vers un CMP, vers un XAPA, non, il reste vraiment au niveau de la structure. En fait, moi j'ai l'impression que je n'oriente pas plus de patients qu'avant la microstructure que maintenant, mais par contre maintenant quand j'ai des situations complexes, je suis plus à l'aise parce que je vais en discuter avec Hervé, le travailleur social, avec la psychologue, et donc s'il y a des situations... voilà, je suis un peu plus à l'aise de partager avec eux mes inquiétudes et être un peu plus confortable dans mes décisions. Alors peut-être la différence avec l'AS, c'est que sur l'AS, il y a un empowerment des médecins de premier recours et des professionnels de premier recours au repérage, au dépistage. Ils commencent à traiter et parfois ils trouvent que ça ne va pas assez vite, qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien. Peut-être que vous pouvez nous parler de ça aussi, parce que c'est... C'est vrai, les liens, pour revenir, liens soins primaires, soins secondaires, c'est toujours un peu compliqué. Et c'est vrai que, alors nous, par rapport à ces freins-là, on a deux approches. Déjà, le plus souvent, les formations, de plus en plus, on forme sur, en gros, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec son patient en attendant ces 2 mois, en attendant son prochain rendez-vous chez le spécialiste dans 2 mois, ou un mois, ça dépend. Non, mais enfin, alors ça dépend. Mais c'est des vraies questions. Par exemple, c'est vrai que quand ils veulent bien aller voir un spécialiste, qu'on le voit, après, déjà il y a la démarche, donc, et quand ils téléphonent et qu'on leur dit que c'est à 2 mois, il faut se pouvoir après, c'est pareil avec l'alcool, c'est pareil avec d'autres substances. Donc c'est vrai qu'on travaille là-dessus avec ce lien entre les deux, sur comment on fait. Voilà. La deuxième, c'est vrai que la meilleure chose, et le lien est important, qui fonctionne entre primaire et secondaire, c'est quand les soins primaires voient et échangent avec les spécialistes qui sont sur leur territoire. C'est là où ça permet c'est beaucoup plus simple de prendre le téléphone, et quand on peut, de plus en plus on est en train de le faire aussi, c'est quand on fait des formations, et ce voici en soirée dans les MSP, puisque les MSP en principe ont aussi souvent font des formations en interne, etc. Et nous on est sollicités là-dessus. On leur demande en fait dans des soirées qu'on appelle les soirées SPA, soirée SPA, soirée de sensibilisation, prévention, addiction, qui permettent en fait de faire le lien entre les spécialistes et les professionnels au niveau local. Mais c'est vrai que cette question-là est difficile. On a sur le tabac, après sur l'alcool aussi. On est en train de voir. Alors, on n'a pas de solution. Et entre guillemets aussi, on cherche des expérimentations sur comment améliorer. Pour l'instant, la seule solution qu'on a, en effet, c'est le lien déjà pour passer un coup de téléphone. Et après, on est tout à fait conscient qu'au niveau des structures aussi des spécialistes, ils ont d'autres contraintes, des contraintes de personnel, des contraintes de temps, plein de choses comme ça. Et donc pour l'instant, on essaie de faire mieux. Donc d'où aussi la réduction des risques est intéressante. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'attendre, réduire des risques. Pour l'instant, c'est les réflexions que l'on a et les pistes sur lesquelles on va. Voilà. Oui, une question. Oui, bonjour. Merci. Anne-Laurence Lefaou, addictologue à Pompidou. J'ai une question pour le programme d'Épiste. J'aurais voulu savoir si vous aviez eu la possibilité de travailler sur le fait, pourquoi est-ce qu'il y avait 200 personnes finalement recrutées par rapport aux 600 attendus. Parce qu'effectivement, on se dit que ça permet... non, mais c'est vrai que vous proposez quand même un certain nombre d'explorations, des outils, une approche de prévention très importante en médecine de ville et basée sur des données internationales. Donc du coup, c'est juste une question, ça n'a rien de...
Ouais, c'est comme ça, on doit faire avec les réponses que l'on a, c'est tout. Mais je voudrais savoir si vous aviez pu savoir d'où ça venait. Alors, pas encore, parce que c'est justement l'objectif de l'étude de viabilité, c'est de pouvoir répondre à ces questions-là. Donc ça, c'est la réponse formelle recherche. Donc il va falloir attendre les réponses de l'étude de viabilité. Après, des retours terrain pour avoir approché le harcèlement sur certains investigateurs, que ce soit par téléphone ou sur place, c'est tous mes patients ont arrêté de fumer. Je les ai tous bien pris en charge. Ou en fait je ne sais pas quand le proposer et quand aborder. Mon patient, ça fait des années que je le vois, que je sais qu'il fume, que souvent on fume ensemble avant de rentrer en consultation. Et là, je ne sais pas comment aborder et en fait quel est le déclic qui me ferait proposer ce dépistage-là. C'est pour ça qu'il y aura peut-être, tout à l'heure je le citais dans le cadre de Moi sans tabac, ou profiter de campagnes un peu nationales pour avoir un support pour proposer ça. Donc ça c'est la réponse terrain, mais après les vraies réponses viendront justement, et c'est l'objectif de l'étude de viabilité. Et si je peux ajouter quelque chose, je crois que c'est le problème un peu avec le RPIB. On nous dit le RPIB c'est montré et tout, mais en fait en soins primaires, en consultation de médecine générale, le RPIB c'est pas implantable, enfin on voit pas comment c'est implantable, parce qu'en fait nous on les voit c'est une relation continue dans le temps, donc c'est difficile de se dire à ce moment-là tiens je vais faire un RPIB. Enfin je crois que c'est des interventions qui sont pensées, qu'on voit en termes populationnels, qu'on voit le patient à un moment, mais en fait nous on voit le patient sur le long terme, et je crois que cette dichotomie là il faut le repenser autrement, je pense. Même si c'est très montré, que c'est très EBM et tout, finalement pour nous implémenter en médecine générale c'est compliqué, parce qu'on se dit pas à quel moment, est-ce que c'est quand il va faire son vaccin, ou est-ce qu'il va faire son certificat pour le sport, ou est-ce qu'il va faire pour un rhume, quel est le moment le plus opportun. Ça je sais pas vraiment, donc peut-être qu'en effet sur des moments comme ça, ou Moi sans tabac, où on peut voir les patients spécifiquement pour ça, parce que sinon c'est compliqué. Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'effet un peu laboratoire après les formations RPIB, puis après les médecins généralistes s'approprient. Enfin, parce que le fait d'être formé fait s'approprier quand même plus facilement leur façon à eux de dépister et de l'implémenter dans leur pratique. Et que les ingrédients vont être un peu étalés sur le temps et pas en une seule fois. C'est cette liberté-là que ça peut se faire. Il y avait la même question par rapport à la question des violences, de comment parler des violences alors que ça fait hyper longtemps qu'on suit le patient, et puis un jour on va dire au fait, est-ce que vous avez vécu des violences, et pour ça je trouve que le fait que les nouveaux médecins soient sensibilisés à ça, quand eux ils remplacent, ils reprennent au départ le dossier, et moi en étant remplaçante avant aussi c'était ça, et du coup ça peut faire poser des questions qui sont jamais qui n'ont pas été posées avant, et comme c'est un nouveau médecin, ça étonne moins les patients, et je pense que ce que vous faites là c'est super à présenter peut-être aux internes et aux futurs médecins. Ils sont globalement maintenant tous formés, en grande partie, plus de la moitié à l'entretien motivationnel, au moins aux bases, je ne dis pas l'entretien motivationnel comme il faut, mais aux bases d'entretien motivationnel. Donc, et les formations d'addicto, elles sont un peu hétérogènes en fonction des départements de médecine générale, mais elles sont quand même présentes, et donc je pense que le job est fait là. De l'outil, par exemple, à des pistes, ouais. Là, comme c'est dans le cadre de la recherche, malheureusement, il n'est pas encore diffusable, mais dès qu'il sera sorti, je pense que nous, de toute façon, on le mettra sur le site de la Coréade, où on pourra le télécharger. De toute façon, c'est l'objet de travaux de thèse qui sont en libre accès. Donc l'outil, c'est juste qu'il est mis en page, mais après, ça peut se retrouver sur les outils de thèse. Mais effectivement, après, c'est peut-être plus global de l'intérêt dans la prise en charge tabac, de proposer l'arrêt, ok, mais c'est pas parce qu'on a arrêté qu'il n'y a pas les dommages qui continuent, avec des pathologies qui peuvent se développer. Et finalement, peut-être que l'arrêt du tabac, on peut se poser la question de prendre en charge l'arrêt du tabac que d'un point de vue sevrage. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller aussi dans le dépistage et le repérage de pathologies pour éviter que ça se développe à des stades trop éloignés? Et l'intérêt de travailler cet outil avec les jeunes médecins qui s'installent, avec les délégués de santé et prévention, c'est un intérêt aussi de... Et j'ai encore une question, désolée. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu, ou qu'il y a peut-être, mais vous n'en avez pas parlé, les infirmières dans les maisons
MSN. MSP, ouais. Voilà, microstructure, voilà. J'avais mangé le Bah, mot. alors c'est un résultat qui est ressorti. Après, on n'a pas encore fait d'études qualitatives pour aller interroger Enfin là, on leur a demandé avec qui travaillait le soin des addictions en pluriprofessionnalité. Donc c'était un résultat qui était, voilà, que les infirmières n'étaient pas forcément les plus impliquées, en tout cas pas tout le temps. Après, on n'est pas allé chercher là dans cette enquête les raisons du pourquoi. Donc je peux pas vous Mais répondre. quel a été particulièrement le là-dessus. choix de mettre travailleurs sociaux et pas infirmières, par exemple? Enfin, oui. Ah, d'accord. Oui. Ok, Désolée, j'ai peut-être mal posé ma question. Non, j'étais complètement à côté. Je pense que c'est... Oui. Je pose cette question parce que selon l'Exapa, il y a beaucoup de travailleurs sociaux ou beaucoup d'infirmières. Et Je pense qu'il y a un élément historique au départ, hein, c'est-à-dire vraiment la création des microstructures a vraiment reposé sur l'adjonction, enfin la présence dans le cabinet d'un psychologue et d'un travailleur social pour aborder toutes les dimensions des personnes dans le cadre de l'épidémie de sida et des conséquences avec tous les problèmes liés à l'addiction. C'était peut-être une période aussi où le travail infirmier n'était peut-être pas aussi développé que ce qu'on peut voir maintenant. Donc ça ne s'est pas présenté sans doute de la même façon à ce moment-là. Et ce modèle s'est pérennisé par la suite, même s'il y a des réflexions actuellement pour intégrer des infirmières azalées, par exemple, à certaines microstructures. Il y a des réflexions. L'architecture de base de la microstructure, c'est effectivement ces médecins généralistes, travailleurs sociaux, psychologues. Et puis après, il y a toujours la possibilité d'adjoindre différents professionnels, ça peut être les pharmaciens, ça peut être d'autres spécialistes, ça peut être des kinés, ça peut être d'autres personnes, au travail dans la microstructure. Donc c'est quelque chose qui est la base, ça n'est pas forcément fermé. Et il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours sur effectivement comment intégrer d'autres professionnels, quelle est leur place dans les réunions de synthèse, voilà. C'est pas un modèle qui est figé finalement, hein, qui doit s'adapter aux situations et aux personnes qui composent aussi le milieu professionnel dans lequel travaille la microstructure. je me demandais si c'était parce qu'il y a déjà des infirmières dans les cabinets médicaux qui peuvent être remboursées sur prescription, à l'inverse des psychologues et des travailleurs sociaux qui n'étaient pas remboursés. Mais ce n'était pas forcément lié à ça, du coup. Non, c'est vraiment le forfait s'est construit autour de l'architecture de base historique, on va dire. Mais c'est plus lié à cette structure historique, on va dire. D'accord, merci. Clément, je me disais, là, avec des pistes, à l'inverse, dans l'Exapa, souvent les patients n'ont pas de médecin généraliste. Et je me disais, on est pourtant dans une prise en charge globale, mais je ne fais pas assez de dépistage, même si j'y pense, mais à l'inverse des médecins généralistes, là aussi, enfin, je pense que le guide, il sera intéressant pour nous aussi dans nos pratiques en XAPA. C'est un des objectifs après aussi des perspectives, ouais, c'est de le transférer en XAPA. Comme nous on est très tourné soins premiers historiquement, à la base c'est un projet qu'on a développé soins premiers, mais l'objectif, et c'est pour ça que là tous les processus d'évaluation, transférabilité, viabilité, implémentation, c'est d'avoir un guide après pour pouvoir l'implémenter au milieu spécialisé. Mais on a encore 3-4 ans je pense avant de... Et pour aller jusqu'au bout de la continuité des soins, je me dis que nous, ça nous permettrait aussi, si on a des conventions avec des microstructures, d'adresser aux médecins généralistes et de faire du lien. Et aussi parce que parfois, on a besoin d'arriver au curatif, enfin, à la pathologie somatique pour que les gens, qu'on arrive à motiver les gens à trouver un médecin généraliste et qu'on est pris dans un truc qui est... Moi, je dis, je suis mauvaise en prévention, enfin, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, mais il y a quelque chose là qui a aussi... qui est à créer, quoi. Mais là, les organisateurs, bravo, parce qu'on a quand même, entre l'AST, des pistes et les microstructures et les MSP, on peut tous en mêler un peu. Donc l'organisation est bien faite. Voilà, il y a un bon monstre. Beaucoup d'ingrédients dans le cocktail. Oui. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis aussi, je me dis même que dans le dépistage des IST, moi, maintenant, ça m'arrive de faire des ordonnances que mes infirmières vont remettre aux patients que je ne vois pas forcément. Et du coup, d'avoir ce que vous faites comme outil, je me dis que peut-être je pourrais aussi prévoir des prescriptions de dépistage, mammographie, hémoculte, pour les patients que, en tant que médecin, je ne vois pas tous les patients du XAPA.
pour tous ceux qui ne veulent pas encore venir me voir. Et du coup, je trouve que c'est vraiment chouette aussi ce projet-là. Mais je crois qu'il y aura un intérêt que l'Exapa aussi prenne contact aussi directement avec les CPTS pour travailler des parcours de soins en addicto. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec les microstructures et la CPTS. Enfin, parce que sinon, en effet, personne ne se parle jamais. Et à part en essayant de se joindre avec tous des secrétariats compliqués, on n'arrive pas. Et donc, ça énerve tout le monde. Et je pense que c'est dans des moments différents où on peut arriver à créer du lien et à créer des parcours de soins cohérents, quoi. Encore faut-il une CPTS, parce qu'il y a des endroits où il n'y en a oui, pas. Certes. Oui, il y en a de plus en plus. Il va y en avoir partout. Mais oui, je suis d'accord. Je vous attends. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.